La panique s'est emparée du centre-ville de Puchon cet après-midi lorsqu'un cochon a été repéré en liberté. Le cochon a été transporté dans les rues, traînant une femme derrière lui et causant un terrible désordre. Cette femme qui monte à cheval et fait du bruit sur le cochon, c'est le personnage principal de cette histoire. Une jeune fille était assise sur un banc dans un parc, écoutant de la musique avec des écouteurs, le corps entièrement recouvert de pansements. Sur le banc, elle n'est pas seule. À sa droite, un jeune homme croise les bras et les jambes, regardant quelque part sur le côté, et à sa gauche, un gros porc maussade. Au pouce, la jeune fille porte une bague inhabituelle qui a des pouvoirs magiques. La jeune fille entend un bruit inhabituel. C'était une sorte de signal, comme un appel à l'action, et elle a donc informé ses amis qu'il était temps. Non loin du banc où cette entreprise était assise, il y avait un tunnel d'où provenait ce son étrange. Le gars et la fille n'ont pas tardé. Je réfléchis, me dirige résolument vers le son. Et c'est à nouveau des profondeurs du tunnel que l'on entend ce bruit étrange et inhabituel. L'homme se rendit compte que celui qui émettait ce son commençait à s'approcher progressivement. Une lumière apparaît au bout du tunnel, d'où se détache une silhouette humanoïde. Mais ce n'était pas du tout une personne, mais une substance avec des yeux et un nez. La jeune fille, qui était déjà toute en patch, fut un peu effrayée en voyant ce fantôme. Mais elle n'était pas confuse et agitait son instrument, une règle, au cas où le fantôme attaquerait. Il se rendit compte que ce fantôme était d'un niveau assez bas et ne valait même pas une gousse d'ail. Il s'en occuperait donc en une ou deux fois. Lorsque le fantôme remarqua le trio, il se mit à pousser un cri encore plus menaçant et s'approcha rapidement d'eux. La jeune fille a levé sa règle vers le haut, comme on lève un drapeau lors d'une course pour se préparer à une attaque. L'anneau inhabituel qu'elle porte au pouce, la jeune fille l'a allumé et a émis une lueur bleue inhabituelle. Mais la jeune fille a brusquement baissé la main, si bien que ses cheveux ont commencé à se défaire. La règle avec l'anneau s'est mise à briller encore plus de flammes bleues, mais l'homme n'attaqua pas immédiatement le fantôme et resta debout, attendant son heure. La même tactique a été suivie par le gros porc. Après quelques secondes d'attente, la jeune fille a crié qu'il était temps d'agir. Sans attendre une seconde, il courut à une telle vitesse que la poussière vola sous ses sabots. La vitesse était à peu près la même, et le type dans ses yeux était impatient de vaincre le fantôme. Lorsque le fantôme s'aperçut que le trio avait commencé à charger, il poussa d'une seule bouche un cri aussi menaçant que possible. Et il se mit lui aussi à attaquer tout en continuant à pousser un cri menaçant et des yeux exorbités afin d'effrayer les ennemis. Le cochon a sprinté à toute vitesse, puis s'est regroupé et a commencé à tourner comme supersonique. Lorsque l'animal eut pris suffisamment de vitesse, elle redressa sa jambe et donna un coup de pied au fantôme de toutes ses forces. Le gars n'a pas perdu de temps pendant que le cochon attaquait et gagnait de la force dans sa main gauche magique. Il lui asséna ensuite un coup à peine compatible avec la vie du fantôme. Le monstre était au bord de la mort, mais il resta debout avec ses dernières forces. Le coup de grâce est laissé à la fille. Elle donna un coup d'épée aussi fort que possible et s'élança sans crainte sur le fantôme. Il ne pouvait pas retenir un coup d'une telle force, il était donc insignifiant. Il y a longtemps, les ours et les tigres ont supplié le Fils de Dieu. Ils voulaient devenir des êtres humains. Wanan a dit « Si vous mangez cette absinthe sacrée, et si vous ne voyez pas la lumière du soleil pendant 100 jours, vous deviendrez humains. » Les animaux s'enfonçaient dans la grotte pour ne pas voir la lumière du soleil et mangeaient de l'ail tous les jours. Le tigre s'est enfui, il n'a pas résisté même 7 jours, mais l'ours, au contraire, a cru en la promesse divine et a résisté. Au bout de 100 ans, seule et la promesse divine s'est réalisée et elle est devenue humaine. L'ours devenu humain et Huanun, le fils du dieu, eurent un fils en bonne santé. Cependant, une histoire n'a pas été racontée dans ce mythe, celle de l'ours tigré qui a trouvé l'espoir de devenir humain. Lorsque le tigre et l'ours arrivèrent à la grotte, ils furent surpris par ce qu'ils virent. D'autres animaux, apprenant la nouvelle, vinrent également dans cette grotte pour tenter leur chance. Les animaux qui ne sont pas devenus des humains rôdent autour des humains. Ils ont secrètement triché. Et 3 deviennent des humains avec des fois à peine humains. Parfois animés d'un profond ressentiment, ils traquent les gens. C'est cette histoire et l'avènement de notre protagoniste. Un petit appartement où vivaient la grand-mère et la petite-fille a reçu la visite d'un invité indésirable. C'était un renard à 9 queues sous l'apparence d'un homme, mais il ne laissait rien paraître de ses longues queues duveteuses et blanches comme la neige. La grand-mère qui vivait dans cet appartement était une chasseuse d'animaux qui aspirait à devenir humain. Le bébé dans les mains de l'invité indésirable était très mignon. Le renard avait un plan ingénieux pour se venger de l'offense faite à sa femme. L'anticipation de la victoire lui fait même briller les yeux. Mais la chasseresse n'était pas si simple et menaça l'animal que si un cheveu tombait de la tête de sa petite fille, elle en ferait un cadavre. L'invité est étonné de cette réponse et ne sait même pas quoi objecter. Grand-mère a enseigné au renard le sang et elle s'est rendue compte qu'il vivait en faisant du mal aux autres. La chasseresse porte à son pouce cet anneau magique si particulier, et dans la même seconde, elle tire une flèche sur la corde de son arc de chasse. L'espace d'un instant,
Le renard prit sa véritable forme et se mit à rire du fait que la vieille femme impuissante ne pouvait même pas tirer sur la corde de l'arc. Il suggère à la grand-mère de se dépêcher de tirer, car où qu'elle vise, elle touchera le cœur de sa petite fille. Cependant, Granny était une chasseuse de bêtes depuis environ 60 ans. Elle libère la flèche qui s'envole rapidement, balayée vers l'avant. La forêt a pris son vrai visage en recouvrant son cœur d'un mignon petit enfant. Quelle ne fut pas sa surprise de voir l'enfant indemne et son corps complètement engourdi. La petite fille, elle ne s'est même pas rendue compte de ce qui s'était passé, ni de la raison pour laquelle un bâton sortait de son corps. Soudain, les mains du renard dans le corps de l'homme lâchèrent l'enfant, qui commença à tomber. L'invité inattendu était sous le choc et n'arrivait pas à croire que cela était possible. Lorsque les mains du renard se sont desserrées, l'enfant a commencé à tomber. La grand-mère s'est précipitée et a attrapé sa petite fille. Les dernières paroles de la chasseresse furent qu'une bête prétendant être humaine n'est pas lui se nourrissant de foie humain, il ne finira pas dans un meilleur endroit après la mort, et que dans le vaste monde, les gens comme lui deviendront poussière, payant pour leurs péchés. L'âme, le renard qui se trouvait dans l'homme, commença à sortir progressivement de lui sous forme de fumée noire. Sa voix est passée d'humaine à diabolique, se souvenant du jour où son renard est mort. Parce que la chasseresse avait tué non seulement elle, mais aussi 2 animaux, il y avait un enfant dans le ventre de sa femme. Il estimait que celle qui devait vraiment payer pour ses péchés était la chasseresse. L'animal se mit à hurler d'une voix diabolique qu'il maudit de toute sa bouche, la chasseresse. La fumée noire qui sortait du corps humain commençait à prendre l'apparence caractéristique d'un renard. Le fantôme souhaitait que la chasseresse survive à la perte de son enfant, tout comme il y avait survécu. La chasseresse ne s'attendait pas à entendre une telle chose de la part d'un animal pitoyable, et la petite fille dans ses bras dormait doucement et gémissait. Lorsque cet été aura 17 ans, l'inévitable mort la rattrapera. Ce furent les derniers mots de l'animal, qui les dépassa à une vitesse incroyable. Elle a également laissé derrière elle un incroyable chaos. Mais il a laissé quelque chose derrière lui dans la mémoire qu'il a de lui-même. C'était une marque rouge, celle d'un petit enfant. La chasseresse savait qu'il s'agissait d'une marque, et les conséquences qu'elle pourrait entraîner derrière elle. La marque signifiait les malédictions du renard, qui devaient se réaliser plus tard. L'histoire se poursuit dans la ville de Séoul, où la jeune fille Linara vit sa vie tranquillement et dort doucement. Elle s'est endormie avec son téléphone dans les mains, laissant dans sa chambre le désordre de la nuit dernière. Soudain, sa tante frappe à la porte et réveille la jeune fille. Elle s'est levée d'un bond, horrifiée, et a regardé l'heure. La jeune fille ne tarde pas à le faire et saute plutôt hors de sa chambre, cherchant à tâtons son short qu'elle a oublié d'enlever. Soudain, de son côté, elle reçoit en plein visage un clapet rempli de confettis. Ce clap a été lancé par son oncle qui, avec sa tante, est venu féliciter sa fille dès le matin. L'homme grassouillet tend à la jeune fille la boîte de vacances scellée qu'il tient dans ses mains. Elle était un peu effrayée, mais s'attendait à voir un nouveau téléphone. Mais les attentes n'ont pas été satisfaites. Dans cette boîte se trouvaient 2 haltères en chrome de 10 kg chacun. Nara a demandé de ne pas lui donner quelque chose que son oncle voulait acheter pour lui-même. Sa tante se précipite pour arrêter la jeune fille et lui tend la boîte contenant son cadeau, en lui disant qu'il s'agit d'un collier qui la protège des malédictions. Elle s'attendait à voir un collier orné de pierres précieuses et d'or. Mais ce n'était qu'un collier vaudou avec des plumes et un visage effrayant. La jeune fille était complètement mortifiée par de tels cadeaux. Après avoir offert les cadeaux, son oncle et sa tante ont couru embrasser la jeune fille et n'arrivaient pas à croire qu'elle fêtait aujourd'hui son 17e anniversaire. En fait, même son oncle ne s'attendait pas à ce que Nara vive jusqu'à 17 ans, car tout le monde le disait. C'était étrange d'entendre cela le jour de son anniversaire. Sa tante lui explique de quoi parle son oncle et qu'il s'agit de malédictions de renard et d'autres malchances. La jeune fille commença seulement à plaisanter sur le fait que personne n'y croyait depuis longtemps. À la fin, avant de partir, la tante a serré sa nièce dans ses bras une dernière fois et lui a souhaité un joyeux anniversaire. Nara pensait que la malédiction concernait les erreurs sur le formulaire de réponse, ce qui est assez effrayant pour un écolier qui passe un examen. Elle réalise que c'est aujourd'hui qu'elle fête son 17e anniversaire et qu'elle peut mourir aujourd'hui. La jeune fille Linara se rendit à l'école pour ses cours comme un jour normal, mais c'était en quelque sorte un jour spécial pour elle. L'école est restée inchangée, contrairement à la veille. Les journées de printemps étaient si chaudes et les rencontres avec les amis étaient d'autant plus agréables qu'elles étaient ensoleillées. Pendant la récréation, les filles sont sorties pour prendre des photos dans la salle de projection lorsqu'un ballon de football a volé au hasard dans leur direction. Les garçons qui jouaient au football sur le terrain de jeu ont demandé à la fois le retour de l'épée et le retour de l'épée. La jeune fille accepta joyeusement de les aider et, avec un gusto, elle balança sa jambe de toutes ses forces et frappa le ballon. Elle a donné un coup de pied à sa mère si fort que sa basket s'est détachée de son pied. La basket a volé dans une direction inconnue et a atterri directement sur la tête du jeune homme en costume. Le garçon s'est retourné et a demandé quelque chose comme ça et regardé qui était le coupable de cette situation.
Ce garçon s'est avéré être Kyung-woo. Nara a immédiatement couru après Krasovski, qui a volé de son pied, mais elle ne l'a malheureusement pas rattrapé à temps, et elle s'est excusée auprès du jeune homme. Sans réfléchir longtemps, l'homme a ramassé la chaussure de sport. Il s'est approché de la fille et lui a demandé si c'était sa chaussure pour la lui rendre. Avant de rendre la chaussure, le jeune homme, pour une raison inconnue, l'a reniflée. Et pourquoi plisser les yeux vers la jeune fille? Devant de tels actes, elle a été choquée et n'a pas su quoi lui répondre. L'homme s'est levé et a scruté la jeune fille avant de préciser son nom. Le jeune homme remarque une marque sur le cou de Nara, la malédiction du renard. Il ne l'avait jamais vue auparavant. Il s'est approché très près de l'écolière pour une raison inconnue, parce qu'il ne l'avait jamais vue auparavant. Il se rapproche pour mieux voir les 3 points. Il s'avère qu'il n'a pas seulement regardé la marque, mais qu'il l'a également sentie. Après cela, il s'est couvert la bouche avec sa main et s'est éloigné rapidement. La fille l'a regardé et n'a rien compris. L'homme lui a dit qu'il avait déjà senti une odeur similaire quelque part auparavant. Nara est choquée, car elle était convaincue qu'elle ne sentait rien. Elle resta donc debout sous le sakura, le crasso dans les mains, tandis que Kyung s'éloignait vers la foule des filles. Il passa devant elle très froidement, tandis que les filles piaillaient et s'émerveillaient de sa beauté. Lorsque l'homme s'est éloigné, toutes les filles ont couru vers la Nara et ont commencé à lui demander de quoi il parlait et à quel point elle était chanceuse. Mais la jeune fille n'avait qu'un sentiment mitigé face à cette situation, car elle ne sentait rien du tout après tout. L'écolière gonfle ses joues, s'appuie sur le sakura et chausse sa malheureuse basket. Lorsqu'elle retira sa main du sakura, une sorte de lueur magique violette apparut à sa place. À cet endroit, un fantôme noir ressemblant à du mazou a commencé à sortir de l'arbre. Après la pause déjeuner, les cours se sont poursuivis comme d'habitude. Nara n'arrivait pas à se concentrer sur le sujet et pensait à la situation qui lui était arrivée. Kyung-woo, quant à lui, était complètement immergé et concentré sur la leçon en cours. Nam Kyung-woo est doué en sport et beau. Son aura rabaisse tout son entourage au point que même les lycéennes viennent le regarder. À chaque récréation, on peut entendre les applaudissements et les filles dire à quel point elles l'admirent, même lorsqu'il broie du noir et ne fait pas attention à elle. Il est littéralement le garçon le plus populaire de l'école, mais à y regarder de plus près, il est un peu différent. Il n'était pas vraiment concentré sur le sujet, écrivant et dessinant des bêtises dans son carnet. Alors que le jeune homme pensait aux saucisses et à tout, ce qui a échappé à leur introduction, la jeune fille qui l'observait était émerveillée. Elle se rendit compte qu'il n'était pas seulement étrange, mais qu'il était très étrange, et qu'il n'avait pas seulement une ou deux bizarreries, mais beaucoup. Pendant l'une des pauses, il était seul dans l'arrière-cour et se disait que le menu du jour avait changé. La jeune fille a décidé de l'observer un moment, elle s'est donc cachée derrière un arbre au préalable et a été surprise de constater qu'il parlait tout seul et que cela arrivait trop souvent. Après la classe, le professeur a dit que celui qui était en retard devait faire le ménage et que tous les autres pouvaient rentrer chez eux. Aujourd'hui même, notre personnage principal s'est endormi et est arrivé en retard en classe, ce qui l'a obligé à faire le ménage. Alors que Nara s'apprête à sortir la poubelle, quelqu'un l'interpelle soudain par derrière. C'était le même étrange camarade de classe qu'elle avait observé toute la journée. Il s'est avéré qu'il avait spécifiquement trouvé la fille pour lui faire savoir qu'il s'était rendu compte de l'odeur qui émanait d'elle. Nara décide de lui demander pourquoi il continue à dire qu'elle a senti quelque chose. Il ignore la question de la jeune fille et dit qu'elle dégage une odeur de renard. Et c'était l'odeur dégagée par la marque même du cou de la jeune fille. Grâce à son esprit, Kyung-woo a compris que la jeune fille était victime d'une malédiction de renard et ses yeux se sont mis à briller. Nara a eu peur et le sac à ordures lui est tombé des mains, puis elle s'est souvenue que sa tante lui avait parlé de la malédiction et d'autres malheurs dans cette feuille du matin. La jeune fille se sentit mal à l'aise et commença à reculer, car elle était sûre qu'il n'existait pas de malédiction dans ce monde, et elle commença rapidement à partir. Mais l'homme était d'un avis contraire, et il a saisi le bras de la fille pour la retenir. L'homme a été surpris qu'elle ne sache pas ce que c'était, alors elle a voulu le lui dire. Soudain, l'immense mur de briques a commencé à s'effondrer et à s'écrouler brique par brique, même si cela semblait impossible. Il s'agissait en fait d'un énorme Kamaz qui s'est abattu à toute vitesse sur la jeune fille. Sur le visage du conducteur du camion se trouvait le même fantôme effrayant à la lueur violette, qui avait pour mission de tuer Linaru. Le jeune homme s'est empressé d'attraper sa camarade et l'a poussée sur le côté. Il ne restait plus que quelques secondes avant que le plaisir ne prenne fin. Le camion s'écrase contre le mur et se retrouve à l'intérieur de l'école. Nara s'est recroquevillée sur elle-même en raison de la douleur causée par le choc avec le trottoir. Kyung-woo ne comprenait pas du tout comment cela pouvait se produire. Pendant que Nara se remettait, le camarade de classe a décidé de vérifier qui conduisait la voiture et si le conducteur était en vie. Après quelques pas, il est choqué par ce qu'il voit. La fille qui se tenait derrière Kyung-woo conscient était également allongée devant lui, la tête fracassée, inconsciente. Nara n'arrivait pas à croire que c'était son corps qui gisait là et qu'elle était morte. Le corps gisait à bout de souffle, un mince filet de sang s'écoulant de la tête vers le visage et les cheveux. Le jeune homme, terrifié, décide de ramener la jeune fille à la raison et lui donne une gifle sur la joue. La supplier de se réveiller.
Comme Nara n'ouvre pas les yeux, Kyung-woo lui assène encore quelques gifles. De l'extérieur, il semble que la jeune fille n'ait pas été renversée par un camion, mais qu'elle ait été battue par un jeune homme. L'âme de Nara, qui se trouvait derrière l'homme, regarda toute la scène et fut horrifiée. Le fantôme même qui se trouvait sur le visage du conducteur commença à se rassembler en une masse. Continuait à émettre une lueur violette, tout en se détachant progressivement de l'arrière du camion. C'était la première fois que Nara rencontrait un tel fantôme. Elle n'avait jamais vu une telle chose auparavant. C'était la même forêt qui avait infligé cette malédiction. Il a attendu 17 ans à sa place. Il se réjouissait qu'enfin la petite fille de la chasseresse ait 17 ans et qu'il puisse maintenant s'emparer de l'âme de cette fille. Nara a été effrayée par cette satanée chose et n'a pas réalisé de qui elle parlait. Cette créature diabolique se mit à tourbillonner dans un vortex et la jeune fille commença à s'élever dans les airs. Son cou, ses bras et son corps commencèrent à être rembourrés par la monstrueuse noirceur. Nara a eu très peur et a demandé de l'aide et de la pitié. De nulle part, un point d'homme est apparu et a cherché à aider la jeune fille. Après le coup, le renard monstrueux libéra la jeune fille de son emprise mortelle. Il s'agit de l'étrange camarade de classe de Nam Kyung-woo. Lorsque le terrifiant renard fut détruit, la jeune fille se retrouva dans les airs. Mais le camarade de classe bienveillant a levé les mains pour empêcher la jeune fille de tomber par terre. Il a réussi à l'attraper par la taille et à l'empêcher de toucher le sol. Nara fut surprise qu'il puisse la voir, car son corps gisait sur le sol non loin d'eux. Pour le prouver, il a commencé à faire tourner la fille dans le sens des aiguilles d'une montre. Kyung a laissé la fille à l'envers sur son épaule. Bien sûr, elle voulait savoir ce qu'il faisait. Mais il lui a seulement demandé de ne pas bouger et de ne pas faire de bruit inutile. Ensuite, il a sauté en l'air, les deux bras autour de la taille de la jeune fille. Et c'est pourquoi, de toutes ses forces, l'âme de la jeune fille commença à s'acharner sur son cadavre. Soudain, cela a fonctionné et Nara a pris sa première respiration dans son corps ranimé. Lorsqu'elle ouvre les yeux, son corps lui fait mal, comme si elle avait été écrasée par un camion. Bien qu'il l'ait écrasée, après quelques secondes, Kyung-woo décide de demander si la jeune fille a repris connaissance. Il a entendu une réponse positive, mais cela s'est avéré faux et les yeux de la jeune fille ont commencé à se refermer et elle est retombée dans l'inconscience. Nara a commencé à faire un rêve dans lequel le monstrueux renard immortel disait que Kyung-woo essayait de le contrecarrer de façon insensée et que la prochaine fois, il tuerait certainement Lee Nara aussi. Par conséquent, la marque qui se trouvait sur le cou de la jeune fille se manifesta encore plus fortement. Effrayée par son rêve, Narara ouvrit grand les yeux. Avec ses dernières forces, elle s'est levée du lit. Heureusement, elle était chez elle et essayait de reprendre son souffle après les 2 dernières heures. Mais elle a essayé de se souvenir de tout ce qui lui était arrivé. Elle a réussi à se souvenir du renard et du camion, mais elle ne comprenait pas pourquoi cela lui arrivait. Nara espérait que ce n'était qu'un rêve, qui s'était transformé en un véritable cauchemar qu'elle ne pourrait pas oublier avant longtemps. Cependant, la jeune fille s'est réveillée hors de son lit et hors de sa maison. Elle commence à scruter la pièce et à réfléchir à ce qu'elle pourrait être. Soudain, une voix de femme se fait entendre derrière la porte et elle entend Nam Kyung-woo. La jeune fille se rend compte qu'elle est chez elle, dans la chambre, sur le lit de Kyung-woo, le même camarade de classe qui l'a sauvée. La voix de la femme derrière la porte se rapproche et la jeune fille commence à paniquer en pensant à ce qu'elle doit faire et à ce qu'elle doit dire. Et pourquoi était-elle dans cette pièce? Mais elle n'a rien trouvé de mieux que de se cacher rapidement dans le placard pour que personne ne la remarque. La porte de la chambre de l'homme s'ouvre avec une telle force que l'on croirait qu'elle a été frappée à coups de pied. Nara, effrayée, s'est assise dans le placard et a réalisé qu'il s'agissait probablement de la mère de Jen-woo. Lorsque maman est entrée dans la pièce, elle a constaté qu'il n'y avait personne et a décidé d'entrer et de regarder de plus près. Mais lorsque Nara vit qu'il ne s'agissait pas d'un humain mais d'un tigre, ses yeux sortirent presque de sa tête. Son cœur s'emballe et des sueurs froides coulent sur son visage à cause de la peur. Nous savons tous très bien que les animaux peuvent ressentir la peur des humains et le tigre n'a pas fait exception à la règle. La tigresse regarda autour d'elle, réalisa que son fils n'était pas dans la pièce et fit demi-tour. Nara entr'ouvrit la porte et jeta un coup d'œil autour d'elle pour voir si l'animal avait quitté la pièce. C'était la première fois qu'elle voyait un tigre qui parlait et elle pensait qu'elle était encore dans un rêve. La jeune fille continue d'observer la situation par la fente et attend le moment de sortir du placard. Soudain, la porte du casier s'ouvre brusquement et, comme Nara est assise dans l'obscurité, elle ne peut pas voir qui ouvre le casier. Elle était terrifiée. Je pensais qu'elle allait être attaquée. Elle a donc commencé à se cacher dans le placard, sous des objets, afin de ne pas être atteinte. L'homme a été surpris par la réaction de la jeune fille et lui a demandé ce qu'elle faisait et pourquoi elle se cachait. Lorsque la jeune fille a réalisé qu'elle était en sécurité, elle a sorti son visage de dessous les objets pour s'assurer qu'il s'agissait bien de Kyung-woo. Nara lui demande d'être prudent, car un tigre vient d'entrer dans sa chambre. Mais il a commencé à nier ce fait, parce que c'est impossible. Cependant, la jeune fille lui a dit qu'elle avait vu de ses propres yeux un tigre qui parlait et qui se promenait dans la pièce. En fait, il s'agissait d'un petit chaton de couleur tigrée, avec colère
Il a regardé l'animal et a affirmé que ce n'était qu'un chat. Il a même demandé à l'animal inoffensif de miauler. Après quoi, le chaton tigré miaula négligemment. Kyung-woo a pointé son doigt vers le chat et a demandé si Nara le croyait maintenant. Soudain, une femme entre dans la pièce. Heureusement, c'était la mère de l'homme. Elle lui demande si ce jour est spécial puisque Kyung-woo a ramené une fille à la maison. Le gars n'a pas trouvé d'excuse. Il a dit que Nora n'était qu'une camarade de classe. La voix de la femme lui rappelle le tigre qui parle. Nara se dit qu'elle a dû l'imaginer. Cette femme s'est avérée être la mère de Kyung-woo et elle était incroyablement belle. La jeune fille s'est inclinée très modestement devant la mère de sa camarade de classe et lui a dit bonjour. La femme, un peu moins en tenue traditionnelle japonaise, s'est également intéressée aux 3 points du cou de Nara. Elle décide alors de demander pourquoi son fils a amené une petite amie aussi intéressante et quel est le nom de cette fille. Un peu gêné par la situation, il se dit que Nara a beaucoup de choses à faire et qu'il est temps qu'elle s'en aille. Il ne restait plus à la jeune fille qu'à se ranger à l'avis de sa camarade et à se diriger vers la sortie. Mais la mère de Kyung-woo n'est pas du même avis et lui demande de rester. Elle était trop intéressée par la marque sur le cou de Nara. Elle a proposé de rester pour le dîner car il était impoli de laisser partir un invité aussi précieux. Soudain, on entend dans le couloir « Nous sommes à la maison ». Ce sont les frères du garçon qui entrent. Ils entrèrent rapidement dans la chambre du jeune homme, curieux de savoir de quoi il s'agissait et quel genre d'invité était venu à eux. Nara ne savait rien de la famille de son camarade de classe, et elle fut donc surprise de constater qu'il n'était pas seul dans la famille. Elle décide de demander l'âge des frères, en particulier celui de Han-do. Han-do est le plus populaire des étudiants de 2e année, et c'est aussi un acteur en herbe qui nourrit de grands espoirs. Nara le rencontre parfois à l'école et ne l'a vu que de loin, mais de près, il semble immobile. La mère de Kyung-woo propose à tout le monde d'aller dans la cuisine et les informe que Nara reste avec eux pour le dîner. Après cela, les filles ont quitté la pièce et les frères sont restés debout à les regarder. Le garçon était très mal à l'aise dans cette situation et n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Pendant le dîner, un silence sépulcral règne et la jeune fille ne se sent pas à sa place. Soudain, Nara remarque que la mère de sa camarade de classe la regarde fixement. Han-do n'a même pas touché à la nourriture et s'est contentée de regarder avec irritation. La jeune fille est également surprise par le fait que le chat est assis à la table en train de manger. Kyung-woo s'est assis tranquillement et a mangé son dîner sans dire un mot. Nara se sentait très mal à l'aise à leur table et avait très envie de rentrer chez elle. Ji-han, le frère aîné, a remarqué la nervosité de la jeune fille et a décidé de lui offrir une assiette d'œufs au plat pour qu'elle se sente un peu plus calme. La jeune fille a été très surprise par cet acte et, à ses yeux, le frère aîné est devenu un ange. Soudain, elle remarque qu'une plume dépasse des vêtements de Ji-han. Nara, sans réfléchir, tire sur la plume pour l'enlever. Tout le monde à la table était choqué et attendait de voir ce qui allait se passer. Soudain, Kyung-woo s'est mis en colère et leur a demandé de ne pas le toucher. Mais il était trop tard. Nara voulait arracher une plume, mais elle a arraché une aile entière. Soudain, Ji-han se lève d'un bond et se met à hurler de douleur. Il n'a pas eu d'autre choix que de se lever et de déployer ses ailes pour atténuer la douleur. Nara est tellement surprise qu'elle ouvre la bouche. C'est la première fois qu'elle voit un homme avec des ailes. Maintenant, elle est presque sûre que c'est un ange. Quand soudain, la silhouette d'un coq commença à apparaître sous le cou de Ji-han comme une capuche. Cette étrange capuche s'empara de tout le corps de son frère aîné et commença à se tordre dans tous les sens. En fin de compte, il ne resta du solide frère aîné que les lunettes, et le frère lui-même se transforma en coq. Nara est en état de choc total. Elle ne s'attendait pas à voir un vrai coq sur la table. Je voulais encore espérer qu'elle était dans un rêve, car il est impossible qu'un homme se transforme en animal. Mais à l'exception de la jeune fille assise à la table, personne n'a été surpris par cette transformation. Ji-han, sous sa forme actuelle, restait assis sans bouger et n'osait pas faire le moindre bruit pour ne pas effrayer davantage la jeune fille. Elle commence à tourner la tête, puis vers le coq, puis vers Kyung-woo pour voir si c'est normal. L'homme continue à manger son repas dans le plus grand calme, sans se préoccuper de ce qui s'est passé. Nara voulait toujours une explication sur ce qui s'était passé, mais son camarade de classe n'en montrait toujours pas l'ombre d'un signe. Kyung-woo lança un regard furieux à son frère, éloignant d'un geste de la main les plumes qui volaient sur la nourriture. Le coq se mit à crier d'une voix humaine que c'était à cause de cette fille qu'il avait pris sa vraie forme. La mère de la camarade de classe a décidé de préciser à ses fils que cette fille était une descendante de chasseurs. Cette nouvelle a choqué Kyung-woo et Ji-han. Et les autres personnes assises à table sont tout aussi surprises de l'observation de leur mère. Nora fut surprise comme tout le monde, car elle ne comprenait pas ce que signifiait un descendant de chasseur. Soudain, l'étrange chat parle à son tour et lui demande s'il peut arrêter de faire semblant d'être un chat. Et au même moment, la peau du chat couleur tigre a commencé à se détacher du chat. Sous l'apparence du chat tigré se cachait une jolie petite fille, Nara. Elle pensait que les tours étaient terminés, mais il s'est avéré que ce n'était pas le sien. Elle est restée là, sans savoir à quoi s'attendre. Il s'est avéré que la jolie petite fille s'appelait Yuri
et que sa mère l'a averti que la transformation n'était pas complète et qu'elle restait. La belle femme rappelle à ses enfants de manger plus d'ail pour que la transformation se fasse en douceur. Mais Han-do mange tellement d'ail qu'il ne peut plus le regarder et qu'il est sur le point de vomir. Absolument tout le monde ajoute de l'ail à tout, comme les crêpes à l'ail, le poisson frit à l'ail, les hors-d'œuvre et l'ail mariné. Il se plaint du manque de saveur des ingrédients et des assaisonnements qui sont généralement violés en bouche et n'ont aucune saveur. Il estime qu'il s'agit d'un véritable abus et d'un terrorisme sur sa bouche. Ce sont de vrais aliments délicieux. Pendant que Han-do se plaignait, Nara le regardait et ne comprenait pas comment il pouvait être si beau même en se plaignant de la nourriture. La mère en a déjà assez de ses pleurnicheries. Encore un peu et elle se mettra en colère. Nu Han-do refuse catégoriquement de manger de l'ail. La patience de la mère est à bout, ses yeux brillent de rage et une aura de colère plane dans l'air. Elle n'a pas eu d'autre choix que de cracher sur son fils. Han-do n'est pas seulement un très beau garçon, c'est aussi un garçon courageux. Il peut supporter tout sauf les germes. La bouche de Nara s'ouvre, des sueurs froides coulent sur son visage et son cou. La salive s'est déposée non seulement sur son visage, mais aussi sur ses cheveux et a commencé à couler progressivement, jusqu'à s'écouler de quelques mèches de cheveux. Le gars n'était pas seulement terrifié, il était paniqué et ne savait pas où se mettre face à tant de germes. Pour se protéger, Han-do décide de se réincarner sous sa vraie forme. En fait, Han-do s'est avéré être un gros porc, et après la première transformation, son gros ventre a accidentellement dispersé la nourriture. La jeune fille avait l'impression que rien d'autre ne la surprendrait à cette table, mais c'est probablement ce qu'elle pensait. Après la transformation, le vrai beau monsieur s'est transformé en gros porc et a commencé à engloutir dans sa bouche absolument tout, ce qui se trouvait sur la table ainsi que les assiettes. La jeune fille n'arrivait pas à croire que Han-do était la personne que tout le monde admirait, celle qui rayonnait d'une beauté froide. Oui, donc même le fait de briller de loin est en fait un cochon. Ici, vous avez confirmé la théorie selon laquelle l'homme est parfait en tout, quel que soit l'angle sous lequel on le regarde, un porc. Il s'est retenu de manger pendant si longtemps que, sous sa véritable forme animale, il a non seulement tout mangé, mais aussi léché toutes les assiettes jusqu'à ce qu'elles soient brillantes. Tous les convives observent en silence la transformation de toute la table en une vaisselle parfaitement propre. La femme s'est contentée de demander avec mépris si son fils avait un bon goût maintenant. Ce n'est qu'à ce moment-là que l'animal s'est rendu compte qu'il avait tout mangé et a déclaré d'un air maussade que ce n'était pas vraiment bon pour lui. Il s'en voulait d'être traité comme un porc. Nara fut surprise par ces paroles, car il s'agissait en fait d'un porc. Le chaos règne à table, tout le monde s'indigne et crie après la superbe femme en tenue japonaise qui organise le dîner. Pendant que tout le monde exprimait ses griefs, les gens ne se contentaient pas de crier sur la pauvre femme, ils lui crachaient aussi au visage, elle pouvait encore patienter 1 minute, mais elle n'allait pas tarder à s'épuiser. Et lorsqu'il sera épuisé, ce sera la malchance pour tout le monde. La mère a enfin montré son vrai visage. Elle n'était pas seulement en colère, elle est furieuse du comportement de sa famille. Les émotions ont pris le dessus, à tel point qu'elle a cassé la table de la salle à manger et que tous les convives se sont envolés. Nara avait depuis longtemps compris ce qui se passait chez Kyung-woo, mais elle a réalisé qu'elle n'avait pas tort après tout lorsqu'elle a vu le tigre dans la chambre de sa camarade de classe. La seule demande de sa mère était de se comporter poliment devant les invités et que peut-être ils reprendraient leur forme humaine à ce moment-là. Soudain, un déclic retentit dans la pièce. C'était Nara, et elle a pris une photo d'eux sur son téléphone. La réaction ne s'est pas fait attendre, et tout le monde a crié à la jeune fille de supprimer la photo. La seule chose qui vint à l'esprit de la jeune fille après cela fut qu'il pouvait la manger maintenant. La tigresse a été surprise au point que son porte-tabac a failli tomber de sa bouche. La tigresse se rendit compte qu'il y avait un malentendu, et, littéralement sur ses doigts, elle décida de tout expliquer. Elle décide de rappeler à Nara la légende de Tangun, lorsque Hwang-un, descendu du ciel, régnait sur le monde des hommes. Des ours sont venus le voir, un tigre qui souhaitait devenir humain, il lui a donné de l'ail à l'absinthe et lui a dit que s'il s'asseyait ainsi et ne voyait pas la lumière du soleil pendant 100 jours, il deviendrait humain. Le tigre n'a pas supporté les 7 jours et s'est enfui, et l'ours a pu résister et est devenu humain. Soudain, le coq se mit à dire que tout cela était absurde, et que les gens ne connaissaient que les histoires qu'ils avaient eux-mêmes inventées. La tigresse n'a pas prêté attention au coq et a continué à raconter la légende. Il y avait d'autres animaux dans la grotte qui avaient entendu la mission de Hwang-un et qui souhaitaient également devenir des humains. Toute la famille s'est rassemblée devant Nara et a décidé de se présenter officiellement. Leur famille est composée des descendants, les mêmes bêtes qui ont mangé l'absinthe et l'ail donné par Dieu, mais qui se sont échappés de la caverne. Ils ne sont donc pas des humains à part entière et se transforment périodiquement en animaux. De manière inattendue, Kyung-woo intervient et demande ce que la jeune fille doit faire maintenant avec toutes ces informations qui lui ont été racontées avec tant de détails. Le fait que Lee Nara soit sa camarade de classe
est la chose la plus stressante pour lui. La jeune fille décide de ne pas attendre la réponse à la question du garçon et décide de demander si Nam Kyung-woo est un être humain ou s'il est aussi un animal. Cette question a d'abord surpris le jeune homme, mais elle lui a ensuite arraché un sourire. En fait, cette question a surpris non seulement l'homme, mais aussi tous ceux qui se trouvaient dans la cuisine. Le coq et le cochon étaient très perplexes. Après une pause gênante, le coq rit et considère la situation comme gênante. Le cochon a été un peu blessé par la formulation de la question de la jeune fille, et il lui a donc précisé qu'il s'agissait en fait d'humains. Ou peut-être avait-elle déjà rencontré un cochon et un coq qui parlaient. De son côté, le coq décide d'expliquer calmement à Nara qu'il ne faut pas juger les gens sur leur apparence, quelle qu'elle soit. Mais tout ce que Nara avait compris, c'est que le coq était trop parfait. Elle s'approche de la jeune fille pour la distraire de l'animal et attirer son attention sur elle. Kyung-woo sourit gentiment en regardant la jeune fille et dit de manière assez convaincante qu'il est humain. Nara a trouvé cela un peu douteux, alors elle a clarifié une fois de plus avec lui. Était-ce vrai? Le garçon ne voyait pas l'intérêt de mentir à la fille, car ils devaient se voir tous les jours à l'école. Toute la famille s'est tenue devant Nara et l'a convaincu qu'ils étaient à la fois des animaux et des humains. La tigresse ne put s'empêcher de demander qui était Nara, une étudiante ordinaire comme elle ou une chasseuse. Elle saisit la jeune fille par les épaules avec ses pattes massives et libéra ses griffes, si bien que Nara sursauta légèrement. Les pattes de l'animal rayé avaient une force extraordinaire, et elle vit un instant un renard à 9 queues sous les traits d'un homme et tenant une petite fille dans ses bras. Elle a également vu la grand-mère de cette même fille, qui a tiré la corde de l'arc pour tuer ce malheureux animal. Lorsque la tigresse utilise son pouvoir magique, ses yeux et ses dents brillent. Chacun a son propre avis sur ce qui s'est passé aujourd'hui. Bête contre chasseur, c'est une vraie chasse, et les gens aiment aussi l'appeler le destin. Soudain, une femme vêtue d'une tenue japonaise non traditionnelle s'est incarnée dans un être humain, a pris la jeune fille dans ses bras et lui a demandé comment elle appellerait cela. La chasse ou le destin? Alors que Nara réfléchissait à ce qu'elle allait répondre à cette femme, elle remarqua la marque de 3 points rouges sur son cou. Alors que la mère de cette maison regardait la marque, elle porta la main à son menton et commença à la gratter pensivement, puis réalisa qu'il s'agissait de la malédiction du renard. Soudain, une carte qu'elle n'avait jamais vue auparavant apparaît devant le visage de Nara. Elle représentait un lapin étrange, et cette carte était complétée par d'étranges dessins. La femme commença à expliquer de façon énigmatique que Nara avait survécu à des morts et était revenue à la vie avec la même malédiction du renard, et que demain, sa vie serait bouleversée. Elle a donc reçu l'instruction de le porter sur elle en permanence, au cas où il se passerait quelque chose. Il est devenu une sorte d'amulette. Grâce à elle, Nara pouvait rester en contact avec la femme et en cas de danger, elle lui viendrait en aide. La journée a été aussi chargée que possible à l'extérieur. Le soleil se couche déjà à l'horizon et il est temps pour la jeune fille de rentrer chez elle. Lorsque l'étudiante est sortie de la maison, elle a de nouveau regardé attentivement cette amulette et a essayé de comprendre de quel type de lien il s'agissait. Après quelques secondes de réflexion, Nara jeta l'amulette pour ne pas garder de lien avec ce qui venait de se passer. Après un bref moment de réflexion, la jeune fille se précipite dans l'escalier et rentre chez elle. L'étrange famille de camarades de classe ne pouvait pas laisser partir la jeune fille. Alors ils se sont mis à la fenêtre et l'ont regardée s'enfuir de leur maison. Ji-Han reprend sa forme humaine et se demande si Nara aurait dû être relâchée de la sorte, mais sa mère ne s'en inquiète pas. Elle est persuadée que la jeune fille reviendra quand même. Mais à en juger par l'éclat de ses talons alors qu'elle s'éloignait de la maison, elle n'avait pas l'air de vouloir revenir. Au bout d'un moment, elle s'est arrêtée pour reprendre son souffle après une telle course. Cette même amulette avait magiquement rattrapé la jeune fille et volé au-dessus de sa tête. Et pourquoi il s'est recroquevillé sur lui-même et est tombé brusquement sur Nara, en plein dans sa poche centrale. Lorsque Nara rentra chez elle, il était déjà bien tard et son oncle et sa tante s'indignèrent d'un retour aussi tardif de l'étudiante. La journée avait été folle, et Nara n'avait même pas pu fermer l'œil. Les images de la journée écoulée défilent devant ses yeux. Elle a d'abord été renversée par un camion, puis elle a failli perdre son âme à cause d'un renard. Elle a même réussi à mourir et à revenir à la vie. Elle a également rencontré des personnes qui pouvaient se transformer en animaux. Surtout, Nara souhaite que tout cela ne soit qu'un rêve. Le matin arriva enfin et elle jeta la couverture dans sa position habituelle d'observation des étoiles. Soudain, sa tante entre dans la chambre pour s'assurer que Nara est prête à aller à l'école. En fait, Nara dormait encore et, après avoir regardé l'heure, toute la maison a crié qu'elle était déjà en retard. Elle fait rapidement ses valises et sort de la maison en courant pour attraper le bus scolaire. La matinée a été assez banale, car l'étudiante s'est réveillée trop tard. Elle n'a même pas eu le temps de prendre son petit déjeuner, s'est lavé le visage, a sauté dans ses baskets comme un chat et s'est mise à courir. Nara, j'étais à bout de souffle lorsque j'ai couru jusqu'à l'arrêt de bus. 6 cheveux partent dans tous les sens, car elle n'a même pas eu le temps de les peigner. Mais lorsque la jeune fille lève les yeux,
Elle remarque les étranges pieds bleus de quelqu'un sur l'épaule du jeune homme. Devant l'expression de surprise rosée sur son visage, elle a levé la tête pour voir à qui appartenaient ses pieds. Il s'agissait d'une créature incompréhensible avec un abîme à la place des yeux et de longs cheveux noirs. Nara détourna rapidement la tête et elle avait l'impression d'avoir quelques cheveux sur la tête malgré son jeune âge. Ce qu'elle vit provoqua des sueurs froides sur le visage de la jeune fille et tout son corps se sentit comme pétrifié. Nara espérait qu'elle l'imaginait, mais par chance, les mêmes longs cheveux noirs apparurent devant elle. Ce fantôme, assis sur les épaules du jeune homme, suspend son énorme tête au-dessus de la jeune écolière. Il s'avère qu'à part elle, personne ne voit cette créature. Pour voir si ce fantôme existe vraiment, Nara décide d'observer à nouveau le jeune homme. Mais il s'est avéré que cette créature effrayante n'est allée nulle part. Il a seulement commencé à se fâcher parce que la fille regardait trop son jeune homme. Nara n'a rien trouvé de mieux à faire que de prétendre qu'elle ne voyait rien. Les mains tremblantes, elle sort une bouteille d'eau de son sac à dos, faisant semblant d'avoir très soif après une telle course. La fille fantôme était un peu gênée car elle ne s'attendait pas à une telle réaction après sa menace. Mais la créature effrayante remarque que la jeune fille n'a même pas ouvert le bouchon de la bouteille. Enfin, le bus dans lequel Na se rend habituellement à l'école s'arrête. Mais apparemment, le jeune homme doit aussi aller dans ce bus. Et le corps de Nara est engourdi. Elle ne peut plus bouger. Il ne restait donc plus à l'écolière qu'à sauter ce bus et à prendre le suivant. C'est alors qu'elle se souvient des paroles de la mère de Kyung-woo qui lui avait dit qu'à partir d'aujourd'hui, tout allait basculer. Nara se rendit compte que l'attente serait longue jusqu'au prochain bus. Elle courut donc à pied et vit de nombreux fantômes en chemin. Ils avaient tous l'air assez effrayants. À la place des yeux, ils avaient un abîme et leur peau était bleue. Enfin, les gens courent à l'école et elle ne peut calmer son allaitement après la course du matin. Avant d'entrer dans la classe, elle se retourne pour voir si les fantômes ont décidé de la hanter. Lorsqu'elle ouvre la porte, elle voit un homme à la longue barbe portant un étrange chapeau. Il s'est avéré que c'était aussi un fantôme. Elle le devinait à la couleur bleue de sa peau, mais ses yeux n'étaient pas un abîme pour autant. Ils ont brillé d'un éclat blanc. La peur met Nara mal à l'aise. Ses yeux s'écarquillent et des sueurs froides apparaissent sur son visage. L'écolière déplace son regard de l'homme aux personnes présentes dans la classe pour évaluer la situation. Il y avait 2 fois plus de fantômes qu'elle n'en avait vus dans la rue, et presque chaque camarade de classe avait son propre monstre. L'une des camarades de classe de Nara l'a remarqué en entrant dans la salle de classe. Elle a donc levé la main pour attirer l'attention sur elle et lui a fait signe de s'asseoir à son bureau le plus tôt possible. Mais après ce qu'elle a vu, la jeune fille au visage de pierre, sur lequel il n'y avait pas la moindre émotion, a commencé à fermer la porte. Après avoir fermé la porte, Nara soupira lourdement et se frappa le front et la porte qu'elle avait fermée. Maintenant, c'est Nara qui se rend compte que chaque route et chaque porte qu'elle ouvre est comme un autre monde. Le cours s'est poursuivi normalement, le professeur de mathématiques a écrit des exemples au tableau et a demandé qui essaierait de les résoudre. Elle était aussi mal à l'aise que possible, car elle pensait à des choses complètement différentes, mais en aucun cas aux mathématiques. Presque tous les fantômes de la classe se sont rassemblés autour d'elle. Le fantôme d'un homme à la barbe et au chapeau étrange en voulait aux élèves de première année de lycée de ne pas savoir résoudre le genre d'équations que le professeur avait écrites au tableau. Une femme aux longs cheveux noirs et sans dents a affirmé qu'elle n'irait certainement pas à l'université avec de telles connaissances. L'homme à la casquette a raconté qu'il était mort en plein milieu de l'école et qu'il était plutôt mauvais à l'école. Alors il a demandé à ce qu'on lui raconte quelque chose d'intéressant sur l'école. Tous ces fantômes harcelèrent la jeune fille avec leurs problèmes et la détournèrent de ses études. Pendant longtemps, elle n'a pas pu se concentrer sur ses études et n'a fait que se demander pourquoi elle devait faire tout cela. Pourquoi elle méritait une telle chose? D'autres fantômes se rassemblent autour de Nara, discutant du fait qu'elle a été renversée par un camion, mais qu'elle allait bien, et qu'elle était exactement l'écolière qui a eu l'accident hier. La patience de la jeune fille était à bout, mais elle ne savait pas ce qu'elle pouvait faire pour s'aider dans cette situation. Une fille aux longs cheveux noirs et sans dents décide de demander pourquoi Nara a l'air si déprimée. Sa question détourna légèrement Nara de ses pensées. Puis le fantôme s'approcha du visage de la jeune fille pour l'examiner de plus près et voir si Nara pouvait voir des gens comme elle. L'écolière, qui s'attendait à tout sauf à une réception aussi méchante, a commencé à avoir des sueurs froides sur le visage. La fille fantôme regarda encore plus attentivement Nara, car elle semblait très méfiante. La jeune fille a commencé à paniquer à tel point qu'elle a déjà atteint sa limite. Kyung-woo, un camarade de classe, n'en peut plus de voir les fantômes malmener la jeune fille et commence à se lever de derrière son bureau. Debout au milieu de la classe, il regarde fixement dans la direction de Nara. Cela a suscité une certaine surprise de la part de ses camarades de classe. Non seulement les camarades de classe, mais aussi le professeur ont été surpris par une telle action. Apparemment, Kyung-woo ne se soucie pas de ce que ses camarades de classe et son professeur pensent de lui, alors il n'hésite pas et va sauver Nara. L'enseignant est perturbé par le comportement de son élève. Après tout, cela ne s'était jamais produit auparavant. Lorsque le garçon s'approcha de Nara,
Elle leva la tête et il vit que ses yeux étaient humides. Il avait pitié d'elle, car c'était le premier jour après ses 17 ans magiques et elle avait déjà beaucoup souffert. Nam Kyung-woo se tenait devant le bureau de Lee Nara et les fantômes qui l'entouraient avaient apparemment peur de lui. Nara a été surprise par les actions de cet homme car elle ne s'attendait pas à ce qu'il vienne à son secours. Mais Jen-woo était déterminé et il commença à regarder tous les fantômes qui gênèrent la jeune fille avec son regard menaçant. Tout le monde se sentait mal à l'aise et commençait à sentir que quelque chose allait se passer. Leur instinct ne les a pas trompés, car le type a commencé à balancer sa main magique. D'un seul coup, il chassa tous les fantômes de l'Inara. L'écolière n'en revenait pas d'avoir enfin mis fin à ce vacarme de fantômes. Elle était immensément reconnaissante à sa camarade de classe. Et lui, à son tour, habitué à mettre un terme aux choses, conduisit les fantômes dans sa patrie. Afin de ne pas attirer inutilement l'attention, tous les fantômes ont été jetés par la porte de la salle de classe. Puis, comme si rien ne s'était passé, il a refermé la porte derrière lui et s'est arrêté quelques secondes. L'homme ne regardait pas la fille avec beaucoup de satisfaction, montrant par son regard qu'il n'appréciait pas de devoir utiliser la force devant tous ses camarades de classe. Tout d'abord, Nara ne savait pas quel genre de pouvoir possédait son camarade de classe, alors elle le regarda comme les autres. Lors de la grande pause déjeuner de l'école, Nara ne s'est pas retenue et a appelé Jen-woo à se retirer et à parler de ce qui s'était passé. Il se tenait près du sakura dans la cour de l'école, où ils s'étaient rencontrés pour la première fois. Mais il n'était pas seul près du sakura. Il y avait un fantôme aux cheveux bouclés qui demandait toujours de la nourriture. Nara avait peur de lui, car elle pensait qu'il pourrait bien la manger, et elle s'est cachée derrière le bras de Kyung-woo. Il s'avère que l'homme nourrit gentiment ce fantôme et qu'il se retrouve près de cet arbre à sakura à chaque pause déjeuner. L'enfant était fou de joie, car il ne mange qu'une fois par jour et c'est le repas de Kyung-woo. Sur le chemin du retour, un camarade de classe raconte à Nara que certains fantômes ne sont pas du tout maléfiques, mais très amicaux. Par exemple, l'homme à la casquette. Il s'agit de Monsieur Kim, un ouvrier qui est mort dans un accident de construction dans leur école. L'homme à la barbe et au chapeau bizarre. C'est lui qui a créé la première école en Corée parce qu'il aimait la façon dont les enfants lisaient. Kyung-woo explique à Nara qu'il existe un autre monde que celui qu'elle a vu tous les jours. Pendant un instant, la jeune fille s'est demandé combien de temps il lui restait à voir. Involontairement, elle jette un nouveau coup d'œil au sakura, sous lequel est assis un gamin qui ne cesse de vouloir manger. Mais en réalité, ces fantômes ne pouvaient qu'être mignons. En fait, dans leur monde, c'est exactement comme chez les humains. Il y a de bons et de mauvais fantômes. Mais il existe aussi une certaine caste de monstres vraiment maléfiques. Par exemple, comme cet horrible renard qui a jeté un sort à la jeune fille. Jen-woo se rapproche à nouveau de la jeune fille pour sentir la marque des 3 points rouges sur le cou de sa camarade. Nara avait demandé pourquoi il faisait cela la première fois, mais il ne lui avait jamais répondu, alors elle l'a redemandé. Il a probablement voulu comprendre, à partir de l'odeur, pourquoi ce renard s'en prenait à elle. Un camarade de classe a exprimé son opinion selon laquelle il était dangereux pour elle d'être seule, en se basant uniquement sur l'odeur. Nara n'avait jamais pensé au fait qu'elle pouvait sentir quelque chose, ce qui la surprenait. Kyung-woo décide de vérifier si Nara porte l'amulette que sa mère lui a donnée hier. C'est alors qu'elle se souvient qu'elle l'a jetée hier sans même penser à son importance. Elle a donc commencé à trouver des excuses pour expliquer où il pouvait se trouver, par exemple à la maison. D'une voix et d'un regard plutôt sérieux, j'ai fait comprendre que si Nara voulait vivre, elle devait absolument l'emporter avec elle. J'ai finalement compris à Nara que cette amulette lui avait été donnée pour une raison, mais pour sa protection, et qu'elle pouvait certainement être trouvée. Tard dans la soirée, alors qu'il faisait déjà nuit dehors, Nara est enfin rentrée de l'école, où la nourriture sentait très bon. Il s'avère que sa tante était dans la cuisine en train de préparer une soupe à base de pâte de soja qui dégageait une merveilleuse odeur dans tout l'appartement. Elle a dit qu'elle pouvait aller prendre une douche et descendre ensuite pour dîner tous ensemble à la table commune. Le soleil s'est couché depuis longtemps et il fait nuit dans la ville. Seules quelques fenêtres sont éclairées. Il y avait un fantôme assis près d'une poubelle et de sacs sous un réverbère qui faisait des bruits étranges. Il était différent des autres parce que ses yeux étaient différents des autres. Apparemment, il a également senti la délicieuse odeur de la soupe de pâte de soja et s'est dirigé vers la maison d'où provenait l'arôme. Tati ne voit pas les fantômes, alors elle a continué à faire cuire la soupe tout en fredonnant une chanson pour elle-même, et le fantôme s'est glissé à travers les murs pour enfin goûter son dîner. Cependant, le fantôme a été distrait par quelque chose, et pour se rendre compte de ce que c'était, le fantôme s'est figé. Mais il ne se doutait de rien, et il se tenait tranquillement debout et se lavait le visage après une autre dure journée. Finalement, le fantôme se rendit compte que cette délicieuse odeur ne provenait pas de la soupe, mais de la jeune fille, et elle s'infiltra à travers les murs jusqu'à la baignoire
où elle faisait sa toilette du soir. Le fantôme doubla de taille, ouvrit la bouche et tira la langue pour goûter sa trouvaille. Les yeux du fantôme émettaient une lueur magique depuis le dortoir, grâce à laquelle le fantôme a pu retrouver la jeune fille. L'être mystique était déjà sur la cible, tandis que Nara se savonnait le visage. Elle sentit quelque chose à proximité et se retourna sans ouvrir les yeux. Elle pensait que c'était son oncle. Les yeux toujours fermés, elle commence à chasser le fantôme de la salle de bain. La créature mystique a franchi la porte fermée, effrayée, sans s'attendre à ce que la jeune fille puisse la toucher. Mais le fantôme se tourna ensuite vers la tante, qui continuait à se tenir près du fourneau et à faire cuire de la soupe. Elle commence brusquement à se ressaisir car elle s'aperçoit qu'elle a oublié d'acheter du tofu et demande à Nara de surveiller le feu sur la cuisinière. Ghost reste perplexe et se demande ce qu'il doit faire. Il se souvient de la demande de sa tante et se dirige vers la cuisine. Le fantôme se plaça près du poêle et commença à surveiller le feu, bien que sa tante ait demandé à Naru de le faire. Soudain, Nara sort de la salle de bain avec un regard malveillant. Nari traverse la cuisine d'un pas rapide, sans remarquer le fantôme, et se dirige vers la chambre de son oncle. Elle ouvre la porte à toute volée, voit son oncle replier ses jambes sur la table et manger des chips. À ce moment-là, Nara exprime son mécontentement parce qu'il la dérange dans la salle de bain. Face à cette visite inattendue, l'oncle a été surpris et a brusquement débranché tous les fils de l'ordinateur afin que, Dieu nous en préserve, personne ne remarque ce qu'il regardait. Il y avait 3 moniteurs sur la table et ils se sont brusquement éteints tous ensemble. Nara ne s'attendait pas à une telle réaction et regarda sa colocataire avec condescendance. La jeune fille avait déjà commencé à quitter la pièce lorsque son oncle commença à exprimer son mécontentement à l'égard de Nara qui n'avait pas frappé. L'homme cria encore quelque chose à la suite de la jeune fille, mais celle-ci n'écoutait plus et monta les escaliers jusqu'à sa chambre. Elle était satisfaite de la façon dont elle s'était vengée de son oncle qui l'avait dérangée dans la salle de bain. Nara pensait que son oncle n'arrêtait pas de la taquiner depuis sa chambre, alors elle s'est retournée et lui a montré sa langue. Mais ce n'était pas du tout son oncle. C'était un fantôme qui se trouvait dans leur maison depuis un certain temps. Nara ne s'attendait pas à voir un fantôme dans sa maison. Son corps s'est engourdi et elle ne pouvait plus bouger. Mais le fantôme ne recula pas et continua à s'approcher de la jeune fille. Nara remarqua seulement qu'il était différent des autres fantômes et qu'il avait l'air un peu différent. Soudain, Nara reprend ses esprits et se précipite dans les escaliers pour rejoindre sa chambre. Devant elle, elle aperçoit son salut. Sa chambre, elle s'y précipite et claque la porte. Nara se souvient que Kyung-woo lui a dit qu'il y avait de bons et de mauvais fantômes. Et celui-ci était-il un de ces mauvais fantômes? Le fantôme a déjà grimpé les escaliers et frappé à la porte. Le son donnait l'impression que les cheveux de Nara devenaient gris et elle avait envie de tomber sous terre. La voix de Nara tremble et elle ordonne au fantôme de ne pas entrer dans sa chambre. Le fantôme avait d'autres projets et il s'y était habitué. Son chemin a commencé à s'infiltrer à travers la porte, la pièce. La jeune fille pensait que le fantôme lui obéirait et ne franchirait pas la porte, mais il n'en fut rien. Nara recula de peur en voyant l'énorme créature mystique devant elle, car elle comprit qu'elle ne pourrait lui échapper nulle part. Soudain, le collier que sa tante avait offert à sa nièce pour son anniversaire attire l'attention du fantôme et se met à briller d'une lumière blanche. Il s'est avéré magique et a piégé le monstre de sorte qu'il ne pouvait pas aller plus loin dans la pièce. Nara a été ravie de voir que le collier fonctionnerait réellement et qu'il ne s'agissait pas d'un simple bijou. Le fantôme a commencé à agiter les bras pour attraper la fille, mais il n'a pas eu de chance. L'autre s'est avéré être un autre cadeau d'anniversaire. C'étaient les haltères de son oncle. Nara saisit les haltères chromés, en fait une sorte de croix, et commence à chasser cette chose nauséabonde. La seule chose que la jeune fille n'a pas calculée, c'est le poids des haltères, qui tombent rapidement sur le sol. À ce moment précis, alors que la jeune fille perd des pieds, le fantôme tendit ses longs bras noirs et l'attrapa par le cou. Pour rester debout, elle n'a que son sac à dos à portée de main et Nara l'attrape. La serviette s'est envolée de sa tête, le sac à dos s'est détaché de sa boucle, et le fantôme a saisi la taille de la jeune fille et a commencé à la traîner vers lui. Nara n'a eu d'autre choix que d'appeler son oncle à l'aide, car il était le seul à être à la maison alors que le fantôme entraînait déjà la jeune fille dans sa bouche. Mais l'oncle ne se préoccupe pas du tout de sa nièce. Il s'est assis sur la table, les jambes repliées, et a regardé les performances musicales des filles à l'aide de ses écouteurs. Nara ne savait pas que les fantômes avaient la capacité d'extraire les âmes du corps d'une personne. Mais ce fantôme avait réussi et le corps était tombé raide mort. C'est ainsi que Nara quitta à nouveau son corps, mais pas de son plein gré. Et le fantôme ne voulait que manger l'âme fraîche qu'il poursuivait depuis un certain temps. Nara était en colère, car personne n'avait autorisé ce mauvais fantôme à se faire manger. Soudain, les mains du fantôme qui tenait l'âme de la jeune fille se brisèrent, et l'âme de la Nara se dirigea rapidement vers son corps. Lorsque la jeune fille a repris ses esprits, elle s'est empressée d'attraper son sac à dos pour se défendre. Elle se retourna et frappa de toutes ses forces le visage de ce malheureux fantôme. Le coup est si bon que le fantôme tombe sur le talon. Pendant le coup, tout ce qui se trouvait dans le sac à dos a volé dans toute la pièce.
y compris l'amulette qui s'est envolée par magie dans le sac à dos lui-même. Nara prit l'amulette dans ses mains et commença à se demander comment elle s'était retrouvée dans ses affaires, car elle se souvenait l'avoir jetée. Elle se souvient que la mère de Kyung-woo lui avait dit qu'il suffisait de la coller sur la porte pour les contacter en cas de problème. Mais près de la porte, une terrifiante créature magique s'était déjà frayé un chemin. Nara espérait avoir frappé le monstre assez fort, mais la force n'était pas suffisante et c'est la raison pour laquelle elle ne pouvait pas s'approcher de la porte. Les stylos et les crayons tombés de son sac à dos lui tombent sous la main et elle les jette sur le fantôme pour se protéger. 2 des stylos se sont plantés dans le front du fantôme qui n'a pas beaucoup apprécié, à tel point qu'il est devenu furieux de cette farce et a recommencé à attaquer la jeune fille. Le cygne pressa Nara contre le mur et recommença à extraire son âme de son corps humain. Soudain, Nara remarqua qu'elle se tenait près d'un placard qui avait des portes et avec lesquelles l'amulette pouvait probablement fonctionner. Eh bien, le fantôme a continué, tirant son âme et supposant qu'il s'agissait de sa nourriture. Nara, les larmes aux yeux, ne se laissait pas manger pour rien et menaçait le fantôme d'avoir de gros ennuis. Et à ce moment-là, de toutes ses dernières forces, elle a posé l'amulette sur la porte du casier. Mais la magie n'a pas opéré et le rivage est resté collé à la porte. Malheureusement, l'amulette n'a pas fonctionné et le fantôme a continué à aspirer son âme et à la considérer comme sa nourriture. Il s'avère qu'il suffit d'attendre un peu pour que l'amulette fonctionne et qu'elle s'illumine d'une lumière blanche. Des lignes blanches commencèrent à apparaître sur la porte, comme s'il s'agissait d'une extension de l'amulette et qu'une sorte de magie se produisait à l'intérieur de l'armoire. Nara ainsi que le fantôme ouvrirent la bouche devant ceux qui venaient de se passer et observèrent ce qui allait se passer. Soudain, les portes des casiers se sont ouvertes et tous les vêtements qui y étaient suspendus ont commencé à voler dans différentes directions, ainsi que les cintres. Et de nulle part, une main est apparue de derrière le casier et s'est avancée très vite. Cette main s'agrippa à la joue du monstre et commença à la serrer aussi fort qu'elle le pouvait. Il s'agit en fait d'un camarade de classe de Nam Kyung-woo. Il sortit du placard, continuant à tenir la créature mystique par la pique. Nara se met à crier de toutes ses forces et à supplier ses camarades de classe de l'aider. Ce qui ressemblait à des décharges de foudre commença à apparaître dans sa main. Kyung-woo était déterminé et leva sa main magique en l'air pour accumuler plus de puissance. Et d'un seul coup, il brisa les mains du fantôme qui tenait Nara par le cou. Nara ne tient plus sur ses pieds et tombe instantanément à genoux sur le sol. Le fantôme regarda ses mains, ou plutôt ce qu'il en restait, et devint très triste. Mais le fantôme n'a pas été simple, et ses mains ont commencé à se régénérer et de petits doigts sont apparus. Il balança ses bras et commença à attaquer, mais il avait un temps de réaction rapide et l'esquiva. Kyung-woo a demandé à Nara si elle allait bien. Alors qu'il a une seconde à perdre, il décide de vérifier si Nara a fait S et devoirs de coréen. Il s'avère que l'homme a des lacunes dans cette discipline et il a demandé de l'aide à Nara. Mais la jeune fille n'est pas préoccupée par ses devoirs, mais par le fait qu'il y a un fantôme dans sa chambre qui va la tuer. Kyung-woo se rendit compte que c'était un peu le mauvais moment pour demander des devoirs et il commença à étirer son bras en vue d'une nouvelle attaque. Lorsque la main du fantôme commença à s'approcher du visage de l'homme, celui-ci commença à se balancer au même moment pour dévier le coup. Et il l'a fait à la perfection. Le coup est assez fort, à tel point que le fantôme est tombé raide mort. Il ne restait plus qu'une solution pour renvoyer ce fantôme d'où il venait. Le gars a fait pivoter son pied vers le sol, qui s'est mis à briller et à rétrécir progressivement. Nara l'observe, bouche bée, et n'arrive pas à croire ce dont sa camarade de classe est capable. Le fantôme semblait déjà mort, mais soudain, il commença à donner des signes de vie. Apparemment, il était déterminé à tuer ses adversaires à tout prix. Mais Kyung-woo n'est pas d'accord avec son opinion, et il commence à l'attaquer avec succès. Après avoir frappé le fantôme, ce dernier a été divisé en petits morceaux. 2 boules étranges commencèrent à sortir de sa tête. Il s'agissait des âmes de ceux qu'il avait mangés tout au long de son existence. Les âmes libérées commencèrent à s'envoler dans différentes directions, et comme c'était la première fois que Nara voyait cela, elle était mal à l'aise. Mais pour Kyung-woo, ce n'était pas la première fois. Il n'était donc pas du tout surpris et regardait calmement les âmes s'envoler. Il y avait beaucoup d'âmes, et elles ont tourné autour de la pièce assez longtemps pour être libérées. Kyung-woo explique à Nara que lorsqu'un chardon mange une âme, il se transforme en une boule comme celle-ci. Cette boule ressemble à du goudron avec des yeux et une énorme bouche avec de grandes dents blanches. Kyung-woo n'a pas réfléchi longtemps et a ouvert une jarre spéciale pour les fantômes comme lui, et l'a emprisonné dans cette jarre avec un marquage spécial. Cette jarre était destinée à détruire les fantômes, alors il se concentra et utilisa son pouvoir magique, afin de détruire définitivement ce fantôme. Nara était impatiente de voir si ce fantôme réapparaîtrait, alors elle demanda si cette horreur était terminée ou non. L'homme a répondu avec assurance que ce fantôme ne réapparaîtrait certainement pas et a montré la jarre qui le contenait. Après cela, Kyung-woo retourne dans le placard d'où il était apparu, disant qu'il devait partir. Nara n'a pas bien compris pourquoi il est retourné dans le placard, puisque la porte est dans l'autre sens. Mais pendant que Nara disait cela, un pied sortait déjà du placard,
et le type avait disparu. La jeune fille ne comprenait pas pourquoi il était entré dans le placard alors qu'il pouvait normalement sortir par la porte. Mais quand elle a regardé dans le placard, elle a vu qu'il n'y en avait pas. Nara ne comprenait pas de quel genre de tour il s'agissait, et elle grimpa dans le placard pour s'assurer que son camarade de classe ne s'y cachait pas. Mais comme par magie, il s'est avéré que c'était Nam Kyung-woo dans le placard. Nara jette un coup d'œil hors du placard pour s'assurer qu'elle est bien dans la chambre de sa camarade de classe. Puis, elle a jeté un coup d'œil pour s'assurer qu'elle était bien dans sa chambre. Puis, elle est retournée dans le placard. Mais sa camarade de classe l'attendait déjà à cet endroit et lui a demandé pourquoi elle faisait cela. Nara ne comprend rien et décide d'enjamber l'armoire. Elle commença à regarder autour d'elle, étant à UIE dans la pièce, ne comprenant toujours pas comment cela était possible. Le gars a finalement expliqué qu'il ne s'agissait pas d'une amulette, mais d'une amulette de trou de lapin, grâce à laquelle leur placard communiquait désormais. C'est alors que Nara comprit enfin ce que signifiait communiquer. Soudain, une voix de femme se fait entendre dans l'embrasure de la porte, saluant la jeune fille. C'était la mère d'une camarade de classe, et elle s'était arrêtée pour s'enquérir des impressions de Nara sur le trou du lapin. Mais elle ne perd pas son fils de vue et lui demande comment s'est déroulée sa chasse aux fantômes. Nara ne peut plus retenir ses émotions et les larmes coulent de ses yeux. Sans s'arrêter, elle commence à raconter les sentiments qu'elle vient de ressentir. À cette époque, un camarade de classe a donné le pot de chardon magique à sa mère. Nara n'était pas à court de questions. Pourquoi cela arrivait-il et pourquoi cela lui arrivait-il à elle? Sa maman lui a expliqué qu'elle était une proie très savoureuse. Quant au diable du chardon, il a un excellent appétit et dévore tout ce qui se trouve sur son chemin. Il mange absolument tout et sans arrêt. L'âme de la fille que le renard n'a pas pu manger, pour chardon, errant dans les ténèbres, c'était comme la lumière au bout du tunnel qu'il cherchait. Et Nara est la proie que tout fantôme est autorisé à dévorer. C'est ce que signifie la marque à 3 points qui est la nôtre. La fille sent tellement la malédiction que Thistle, qui la ressent tous les jours, l'a enfin trouvée. Et le renard, ayant retrouvé ses forces, apparaîtra bientôt lui aussi. Nara n'était pas du tout préparée à un tel changement dans sa vie et a été horrifiée par cette nouvelle. Bien sûr, il existe un moyen assez simple de résoudre ce problème. Mourir. Et après tout, Nara n'est même pas encore entrée à l'université et elle n'a jamais eu de relation et elle devrait déjà mourir. Elle a l'impression d'avoir vécu 17 ans pour rien. La mère de la camarade de classe décide de remonter le moral de Nara et annonce que Kyung-woo sera son protecteur personnel à partir d'aujourd'hui. Le visage du garçon montrait qu'il n'avait même pas réalisé ce que sa mère venait de dire. Mais lorsqu'il l'a fait, il a été extrêmement surpris par la décision de sa mère. Kyung-woo ne comprenait pas pourquoi il était la victime. La mère du camarade de classe avait expliqué à son fils que le trou du lapin se trouvait dans sa chambre. C'est pourquoi il sera le protecteur. Il n'est pas très heureux de cette nouvelle, mais il n'a rien d'autre à faire que d'accepter. Il était très effrayant de refuser après le regard sévère de sa mère. Soudain, Nara pensa que Kyung-woo avait déjà combattu un renard et qu'aujourd'hui il était capable d'attraper un chardon. Ainsi, s'il protège Nara, elle vivra. Une fois l'analyse terminée dans l'esprit de la jeune fille, elle a commencé à remercier sans fin la mère de sa camarade de classe pour une telle décision. Mais la mère de la camarade de classe a rapidement ramené la jeune fille sur terre et lui a rappelé que rien n'est gratuit dans ce monde. Mais elle se demande quel sera le montant du paiement. Elle espérait vraiment qu'on ne lui demanderait pas son âme en échange de son aide. En échange de la protection de Nara, sa mère lui demande de lui apporter la relique de Danguna. Mais Nara n'avait aucune idée de ce que cela pouvait être. Il s'avère que la grand-mère de Nara était une célèbre chasseuse de renards et qu'elle possédait une bague à cordes d'arc Dangun. Sa mère lui avait demandé de lui apporter cette relique sacrée de Dangun. Et la jeune fille ne savait rien de cette bague, car sa grand-mère était morte depuis longtemps. La femme sourit légèrement, car elle savait que les choses trouvent toujours leur propriétaire. Nara ne comprit pas tout à fait ces mots, mais la femme poursuivit en disant que très bientôt, il lui reviendrait entre les mains. Tel était le véritable objectif de l'objet. La femme leur a demandé s'ils pouvaient faire un marché, sachant que la jeune fille ne refuserait pas. Et après tout, Nara n'avait vraiment aucune raison de refuser un tel marché, puisqu'elle ne voulait pas mourir. Au bout d'un moment, Nara retourne chez elle et décide de demander à sa tante quel genre de personne était sa grand-mère. Ma tante n'aimait pas parler d'elle et ne lui disait rien de façon détaillée. Chaque fois, elle disait qu'elle ne l'avait pas vue depuis 6 mois, et parfois depuis des années. Mais pour Nara, ce n'était pas surprenant, car elle savait qui était vraiment sa grand-mère. Il faisait déjà nuit, mais Nara était assise devant ses devoirs et n'arrivait pas à les terminer, car elle pensait à la relique sacrée. Après une autre journée difficile, ses forces commencent à faiblir et elle décide d'aller se coucher. Nara préférait dormir sans sa chemise, mais avant de l'enlever, elle réfléchit vivement. Elle se souvient de l'amulette du trou de lapin sur son armoire et du fait que Kyung-woo peut entrer à tout moment. Elle l'enfonce dans son t-shirt et commence à regarder autour d'elle pour s'assurer que personne ne la regarde. Elle n'a même pas pensé à la façon dont elle allait vivre dans ces conditions maintenant. Nara changea de pyjama et commença à rassembler discrètement ses cahiers pour l'école
afin de ne pas perdre de temps le matin. Soudain, elle entend quelqu'un l'appeler par derrière. C'était Kyung-woo, qui avait raté son devoir de coréen et lui avait demandé de le copier. Le type est entré sans cérémonie dans la pièce et a pris un carnet de notes sur le sujet. Nara n'a d'abord pas compris son insolence. Elle a soudain réalisé ce qui s'était passé et a commencé à crier à son camarade de ne pas entrer sans permission. Mais à ce moment-là, il était déjà parti. Nara avait une expression de mécontentement sur le visage et croisait les bras en espérant que cela n'arriverait pas. Il faisait de nouveau nuit dehors, et la mère du camarade de classe était assise en train de fumer sa pipe dans une pièce entièrement remplie de livres divers. Sur la table se trouve un pot de chardon que son fils vient d'attraper, éclairé par le clair de lune qui tombe de la fenêtre. Soudain, le vent souffla si fort que la jarre du fantôme commença à se détacher. Il semblait que ce vent avait amené des animaux magiques à visiter la maison. La femme s'indigne de ce que l'homme n'utilise pas la porte, mais entre par les fenêtres par habitude. Cet homme s'appelle Poon Baek. Il est le ministre du vent dans la mythologie Tangun, le ministre de la pluie et des nuages aux côtés de Wanun, qui établit les règles et les lois dans la nouvelle cité des dieux. En effet, cet homme n'est pas des plus sympathiques. Il n'a fait qu'encourager la mère de sa camarade de classe, dont les paroles ont commencé à prendre un sens commun et à être pensées comme celles d'un être humain. Mais cette femme a toujours eu du tempérament, et malgré son apparence, elle a toujours su quoi répondre à de telles déclarations. Poon Baek demande « Si elle veut tant être une bonne personne, pourquoi ne travaille-t-elle pas plus dur pour purifier ce monde ?» Comme il ne restait plus beaucoup de temps, si elle ne faisait pas assez de bonnes actions avant le retour de Dangun, elle devrait passer le reste de sa vie en tant qu'animal. Ne jamais devenir un être humain à part entière. Nara s'est assise sur son téléphone comme d'habitude avant d'aller se coucher, s'occupant de ses propres affaires. Soudain, elle entend le son puissant d'une guitare provenant de son placard. Il s'agit en fait de Kyung-woo, qui a décidé de mémoriser quelques accords avant d'aller se coucher, car il n'avait pas pratiqué depuis longtemps. Mais pour Nara, c'était tellement fort qu'elle a dû se couvrir les oreilles avec ses mains et se cacher sous la couverture. Mais la patience n'a pas suffi longtemps, et elle s'est levée, est descendu dans le terrier du lapin et a crié à son camarade de classe qu'il n'avait pas de cervelle, puisqu'il avait décidé de faire du bruit à un tel moment. Les sons de la guitare s'arrêtent brusquement. Nara, stupéfaite, voit Kyung-woo debout sur son lit avec un instrument de musique, en t-shirt et en short. La jeune fille ne s'attendait absolument pas à voir une telle image, ce qui la mettait à la fois mal à l'aise et amusée, et elle décida donc de retourner tranquillement dans sa chambre. Mais après son apparition bruyante, il était impossible de ne pas la remarquer, si bien qu'un camarade de classe a exprimé son mécontentement parce qu'elle était entrée chez lui sans permission. Mais elle a prévenu sa voisine qu'elle allait se coucher et a gentiment demandé à cette pop star de se taire. Kyung-woo est également allé au lit et a demandé à être tranquille, ce qui est en fait une rockstar. Depuis longtemps, elle n'arrivait pas à s'endormir alors que le soleil commençait déjà à se lever. Elle a donc demandé à son colocataire s'il dormait et a décidé de le remercier pour cette journée en lui souhaitant bonne nuit. Kyung-woo ne dit rien à son camarade de classe et se contente de fermer les yeux et de s'endormir. À la fin de la journée, chacun d'entre eux a réfléchi au fait qu'ils avaient désormais l'un pour l'autre dans leur placard. Comme ils étaient désormais voisins, ils ne sont pas allés à l'école ensemble. Le lendemain, la jeune fille, comme à son habitude, dit au revoir à son oncle et à sa tante et se rend à l'école. Dès que Na a franchi la porte, elle a remarqué une personne. Cette personne s'est avérée être Kyung-woo. Nara se mit à pouffer de rire en se demandant s'il l'attendait et glissa sa main sous son flanc. Mais apparemment, il n'était pas très heureux de devoir attendre Nara à la maison tous les matins pour aller à l'école avec elle. L'humeur du gars rendait l'atmosphère tendue et Nara marcha en silence pendant tout le trajet. En raison de sa popularité auprès des filles de l'école, une frénésie sauvage s'est emparée des normes. Ce ne sont pas seulement les filles curieuses de la vie de cet homme qui ont été surprises, mais aussi les fantômes que presque personne n'avait jamais vus. Même la fille fantôme aux longs cheveux noirs, qui était la plus ennuyée de toutes, ne comprenait pas comment cela pouvait arriver. En classe, Naru commença à être harcelée par les filles avec lesquelles elle discutait, qui lui demandaient quelle était sa relation avec son petit ami et pourquoi ils venaient à l'école ensemble pour le 3e jour consécutif. La jeune fille a dû trouver une excuse rapide, car elle ne pouvait pas leur dire qu'elle était maintenant traquée par un chardon et que son petit ami ne faisait que la protéger. Nara ne voyait pas l'intérêt de l'accompagner à l'école, c'était plutôt une punition pour elle. Après une nouvelle question de son ami, la jeune fille ne s'est pas retenue et a crié qu'il n'y avait pas de relation romantique entre elles. Mais les filles ont tenu bon et n'ont pas cru en leurs camarades de classe. Elle tente à nouveau de convaincre ses camarades de classe, de ceux qu'elle a dit plus tôt, mais se rend compte qu'ils ne la croient toujours pas. Le dialogue a été rejoint par une fille fantôme qui est apparue de nulle part et qui émet une aura inquiétante. Elle se tenait derrière son dos et répétait sans cesse qu'elle était une menteuse Nara. Ces derniers mots étaient particulièrement forts, les oreilles de Nara en ont même saigné. La fille ouvrit la bouche si grand
qu'elle avait la taille de la tête d'une fille. Nara était déjà si fatiguée qu'elle ne savait pas où s'éloigner de cette attention excessive. La fille fantôme, après avoir crié sur les brèches, est sortie de la salle de classe, continuant à émettre une aura inquiétante. Kyung-woo marchait dans le couloir et a remarqué cette fille fantôme, mais il ne l'a pas dit. Quand la fille est passée devant le gars, elle l'a regardé d'un air à la fois pitoyable et diabolique. Le fantôme ne s'est pas retenu, il s'est tourné vers l'homme et lui a dit qu'il lui avait brisé le cœur parce qu'elle était secrètement amoureuse de lui. Elle n'a pas pu retenir ses émotions plus longtemps et a pleuré en citant des lignes de la chanson « I couldn't get him because I was indecisive ». Je n'ai pas pu l'avoir parce que j'étais indécise. Et il m'a déjà tourné le dos ici. Kyung-woo ne réalise pas du tout ce qui vient de se passer et reste là, silencieux, à regarder le fantôme s'éloigner. Mais le fantôme continuait à regarder le gars tout en prenant ses distances avec lui, disant qu'il lui avait fait perdre la tête et qu'il ne lui avait pas laissé une seule chance. La fille fantôme trouva un endroit isolé entre les escaliers du plus haut étage et s'y assit, seule avec sa tristesse. Assise toute seule, elle se dit que Nara est une crapule et qu'il vaudrait mieux qu'elle se tue. Soudain, après ces mots, elle entend la voix de quelqu'un en bas de l'escalier. La jeune fille se leva et regarda d'où venait la voix et qui lui parlait. Sur le sol, elle remarque 2 points lumineux. Il s'est avéré qu'il ne s'agissait pas de points, mais des yeux d'une créature mythique qui voulait en finir avec Nara. Le fantôme ne peut s'empêcher de se demander comment il va s'y prendre. Cette créature mythique n'a pas donné de détails sur la façon dont elle s'y prendrait, mais elle a dit qu'elle pourrait mettre fin à cette fille pour la fille fantôme. Mais le fantôme voulait encore connaître la méthode par laquelle cette écolière serait éliminée et le supplice qu'elle subirait. La créature révéla son apparence. Il ressemblait à une masse noire incompréhensible avec des yeux blancs brillants. Après cela, des piliers d'une masse noire semblable à cette créature commencèrent à apparaître depuis les escaliers. Soudain, ils se fondent en un seul et il s'avère que c'est un renard aux dents acérées qui commence à avaler la fille fantôme dans sa bouche, et littéralement en quelques secondes dans les escaliers, comme s'il n'y avait personne. Le fantôme maléfique se transforma à nouveau en une masse informe et commença à monter les escaliers. La fille fantôme qu'il venait de dévorer était affichée sur son corps sous la forme d'une petite figure avec un point à l'intérieur. Il y avait de nombreuses figures multicolores sur son corps. Cela indiquait le nombre d'âmes qu'il avait dévorées au cours de son existence. Le fantôme maléfique était affamé depuis trop longtemps. Il avait donc maintenant un appétit vicieux et voulait se remplir la panse convenablement. Soudain, il sentit l'âme inoffensive d'un garçon qui avait toujours faim et qui se trouvait très souvent dans la cour sous le sakura. Le fantôme maléfique a sauté de la fenêtre et s'est précipité vers la terre. Après avoir atterri, il commença à se transformer en cette même fille fantôme. Seules des différences subsistent sous la forme d'yeux et de cheveux multicolores. Lorsqu'un fantôme maléfique s'approchait d'un bon fantôme, il laissait derrière lui une traînée de bave noire. Le garçon appelle toujours très gentiment à venir manger avec lui, et ce fantôme n'a pas fait exception à la règle. Il jette un coup d'œil à la boîte à lunch qu'on vient de lui offrir et se trouve un peu insatisfait. Les plans du fantôme maléfique pour le déjeuner étaient un peu différents, alors il ouvrit son énorme bouche et montra ses dents acérées. Nara est assise en classe et n'arrive pas à croire que l'école est si calme aujourd'hui. Enfin, la journée d'école se termine et tous les élèves se dirigent vers les vestiaires, puis vers leur domicile. Kyung-woo raccompagne Naru chez elle comme d'habitude et décide de lui demander si elle a vu des fantômes aujourd'hui, puisqu'ils semblent avoir traversé le sol. L'homme se promène souvent dans la ville pour voir s'il voit quelque chose d'intéressant, quand soudain ses pensées sont interrompues par une Nara surprise. Kyung-woo était très fatigué de la journée et souhaitait rentrer chez lui le plus tôt possible. Cependant, en passant devant l'arrière-cour, Nara remarqua que le garçon constamment affamé n'était pas là aujourd'hui. Le garçon était très surpris et ne trouvait pas les mots justes, car ce fantôme est toujours à sa place. Il commença plutôt à sortir de sa poche magique un stylo contenant des amulettes. Il s'agissait d'un crayon magique spécial qui pouvait dessiner sur le trottoir. Kyung-woo a dessiné un cercle sur l'asphalte et il était certainement en train de faire quelque chose. Il prend Nara par les épaules et la place dans ce cercle. Il expliqua que tant que la jeune fille se tiendrait dans le cercle, le chardon ne pourrait pas la voir. Et Nara ne devait pas sortir de ce cercle pendant que Kyung-woo allait vérifier tout ce qui se passait dans le quartier. La jeune fille était pour le moins surprise et ne comprenait toujours pas ce qu'elle devait faire. Mais pendant qu'elle s'indignait, Kyung-woo s'était déjà rendu à l'école pour retrouver Tistol. Les cours étant terminés depuis longtemps, les lumières sont éteintes dans certaines salles de classe et dans les couloirs. Le gars n'avait pas confiance en ce silence et en la poussière noire qui volait dans l'air. Il scrute les moindres recoins de l'école pour s'assurer qu'elle est sûre. Enfin, il reste le dernier étage, et c'est là que le gars a une sorte d'intuition. Kyung-woo entre dans les toilettes pour hommes avec un sentiment peu agréable. Ici, c'est là qu'il a senti que le chardon se cachait. Kyung-woo ouvre brusquement la porte de la salle de bain et commence à brandir son poing pour attaquer. Mais lorsqu'il a ouvert la porte, il a été très surpris. Des fantômes se cachèrent dans les toilettes des hommes et tout le monde tremblait de peur.
Well ne peut s'empêcher de se demander ce qu'ils font et pourquoi ils se cachent. Les fantômes ont presque joyeusement appuyé leur index sur la carte et ont dit à l'enfant de se taire. Ils l'ont prévenu qu'un chardon maléfique se promenait dans l'école et qu'il devait faire attention. Le garçon fut légèrement surpris de constater qu'il avait raison après tout et qu'il y avait bien un fantôme maléfique qui se promenait dans l'école. Soudain, l'une des dalles du plafond se brise et une énorme masse noire s'en échappe, ce qui touche très précisément le box où se cachaient tous les fantômes. C'était un chardon, et il s'est mis à dévorer joyeusement toutes les créatures mythiques qui essayaient de se cacher de lui. Kyung-woo se rendit compte qu'il ne devait pas se détendre, car il allait devoir attaquer bientôt. Soudain, toutes les masses noires commencèrent à fusionner pour former une énorme gueule de renard aux dents acérées et à la longue langue. Il s'est avéré qu'il ne s'agissait pas seulement d'un chardon noir maléfique, mais d'un renard qui avait jeté une malédiction et voulait tuer Linara. Nara continue de se tenir dans le cercle que son camarade de classe a dessiné à la craie. Elle commençait déjà à s'inquiéter, alors elle a pris son téléphone et a commencé à envoyer des SMS à son camarade de classe pour lui demander où il se trouvait et à quel point elle avait peur. En ce moment, il était confronté à un fantôme maléfique et de nombreuses notifications s'affichaient là sur son téléphone. Le fantôme prit enfin sa véritable apparence, celle d'un renard, mais son corps était criblé de motifs intéressants. Le renard se rendit compte que l'odeur de Nara avait soudainement disparu, alors qu'il la sentait encore il y a peu. L'animal a été surpris de voir à quel point l'homme avait bien caché la fille. Kyung-woo remarque que des objets ayant appartenu à de bons fantômes dépassent du renard. Il se rendit alors compte que les disparitions des fantômes étaient liées à ce renard en particulier, et il devint furieux parce que le renard avait mangé tous ses amis mythiques. L'animal était extrêmement mécontent de l'apparence de Kyung-woo parce qu'il était toujours en train de faire des bêtises sous ses pieds et l'empêchait de détruire l'Inaru. Le renard a admis qu'il ne s'intéressait pas aux autres personnes, mais que si l'homme voulait rester en vie, il devait lui dire où se trouvait la fille. Après avoir dit cela, il rassembla ses forces dans son poing et donna à l'animal un bon coup de poing sur la joue. Son coup est si fort que le renard s'envole, et il s'est cogné la tête contre le mur, de sorte que les carreaux se sont fissurés. Kyung-woo commence à se pétrir les poings en réalisant la durée du combat. Soudain, derrière le cou du renard, apparaît le chef de Scientist Park, qui se plaint de la douleur que lui a causé le coup de poing du type. Et toutes les âmes qui sont à l'intérieur du renard ont crié avec joie combien cela lui fait mal. L'une des queues de l'animal a commencé à s'abattre sur le gars, mais il n'a pas eu le temps de réagir à temps et de renvoyer le coup. Il a donc volé dans la porte de l'une des cabines des toilettes. Kyung-woo n'a pas eu beaucoup de temps pour se détendre. Il a donc rapidement repris ses esprits. L'animal se sentait bizarre de voir la nourriture en lui se mettre en colère. Le scientifique Park, qui avait réussi à faire sortir le renard avec sa patte, a commencé à l'enfoncer à nouveau. Comme il a rapidement mangé un grand nombre de fantômes, il n'a même pas eu le temps de les digérer. Pendant que l'animal reprenait son souffle, l'homme n'a pas perdu une minute. Il balança son poing magique pour frapper à nouveau. Kyung-woo a frappé en plein dans l'estomac, provoquant chez l'animal une douleur insupportable. Pourquoi le gars s'est immédiatement envolé vers le coup de poing suivant, qui a été frappé dans la zone du cou, où se trouvait le Scholar Park. Le troisième coup ne tarde pas à venir et il est à nouveau frappé à l'estomac. Après une telle série d'attaques, le renard ne se sentait pas très bien, et de sa bouche s'envola le fantôme du savant. Cela a surpris tout le monde, ce qui a attiré l'attention sur lui pendant un certain temps. Scholar Park, qui venait d'être recraché sur le sol, se leva brusquement pour ne pas être dévoré à nouveau. Il remercie rapidement Kyung-woo et commence à tomber à travers le sol. L'homme et l'animal ont regardé ce spectacle jusqu'à ce que le fantôme disparaisse complètement. Après quoi, Fox a ajouté que les vieux fantômes n'avaient pas de goût et que sa perte n'était pas grande. Kyung-woo ne comprenait pas une chose. Comment pouvait-il avaler autant d'âmes à la fois sans devenir fou et se transformer en un amas de bave? À en juger par tous ces indicateurs, ce renard n'était pas un démon ordinaire. L'animal s'était roulé plusieurs fois près du type et se sentait maintenant beaucoup mieux. Kyung-woo, lui, était déterminé et allait battre le renard jusqu'à ce qu'il crache tous les fantômes qu'il venait de dévorer. Soudain, l'un des urinoirs a pris vie et s'est mis à attaquer l'homme. Il s'est avéré que ce n'était pas une toilette, mais l'une des queues d'un méchant animal. Alors que Kyung-woo était distrait dans ses pensées pendant une seconde, l'animal l'avertit de regarder sous ses pieds. Il y avait en effet quelque chose d'impur sous ses pieds. Il s'est donc rapidement levé pour éviter d'être dévoré par une chose inconnue. Alors qu'il était en l'air, la lampe du plafond s'est soudain mise à grincer des dents. Mais il réussit à s'esquiver une seconde avant que les deux bestioles aux dents immondes n'entrent en collision. Il atterrit doucement sur le sol, mais il n'arrive pas à se détendre. Il commence à être attaqué de toutes parts. Kyung-woo lève la tête pour viser l'endroit où il va frapper cette fois-ci. Il a levé son genou et a frappé l'animal juste sous la mâchoire. Puis il brandit à nouveau son poing et a plaqué le renard au sol. Le renard se rendit compte que cela faisait longtemps qu'il n'avait pas rencontré un adversaire aussi fort. Et tandis que l'animal était incapable de repousser l'attaque, Kyung-woo ne perdit pas de temps
et continua à le détruire. Une fois que le renard s'en est aperçu, il n'était pas prêt à dire adieu à sa vie. Il l'a donc entouré de ses queues. Kyung-woo ne s'attendait pas du tout à cette tournure des événements. Soudain, il s'est retrouvé allongé sur le sol, sans l'un de ses membres. À ce moment-là, Nara reste docilement dans le cercle et s'inquiète pour son camarade de classe. Elle pensait que Kyung-woo reviendrait bientôt. Cependant, l'homme avait encore beaucoup de temps pour s'occuper de ce méchant animal. Il s'avère que le renard visait directement le foie de l'homme, mais il semble l'avoir manqué. Il pensait que ce serait sa dernière attaque, après quoi le type abandonnerait et dirait où se trouvait la fille. Mais ce n'était pas du tout dans les plans de cet homme, qui était donc prêt à aller jusqu'au bout. Soudain, à la place du membre coupé de l'homme, une énorme main en fourrure avec de longs ongles épais pousse. En regardant la main de l'homme se régénérer, le renard sourit et devina que Kyung-woo n'était pas humain. Il s'avère que c'est une bête comme le renard. Mais le renard ne comprenait pas pourquoi il protégeait un humain. Pourquoi l'empêche-t-il de venger sa femme et son enfant? L'homme resta debout et réfléchit à une stratégie pour détruire le renard le plus rapidement possible. Mais le renard poursuivit ses réflexions à haute voix et pensa au fait que Kyung-woo essayait de se faire bien voir des humains, mais qu'il restait un animal. Peu importe l'amour qu'il leur porte, peu importe le dévouement qu'il leur accorde et tout ce qu'ils sont. Une fois qu'ils ont découvert qui nous sommes, leur réaction a toujours été la même. C'était du dégoût, de la consternation et de la peur. Lee était certain que l'Inara ferait partie du même nombre de personnes. Le renard a continué à exprimer son opinion sur le fait de remuer la queue devant les humains à la recherche d'humains. L'animal avait été blessé de nombreuses fois. Il s'était mis en colère contre ce monde et blessait maintenant les autres. À tout cela, Kyung-woo a seulement répondu que ce n'était pas ses affaires. En fait, ils sont tous égaux et chacun choisit sa propre voie. Mais Kyung-woo n'est pas pareil à un animal. Il est différent d'un animal. Il a eu le temps de récupérer ses forces et son bras, et il est maintenant prêt pour un nouveau combat. Pendant ce temps, le renard avait également eu le temps de reprendre son souffle et fut le premier à attaquer l'écolier. Kyung-woo ne reste pas inactif et commence lui aussi à attaquer. Un véritable combat s'engage entre eux, où l'animal ouvre la gueule pour attaquer avec ses dents, et le gars commence à utiliser ses pouvoirs magiques. Lorsque l'écolier a frappé l'animal au nez, une lueur blanche très brillante est soudain apparue. La luminosité était telle que même Nara, qui se trouvait à l'extérieur, l'a remarqué à travers les fenêtres. Elle a peur pour son protecteur. En espérant qu'il s'en sorte, la fille s'apprête à sortir du cercle pour aider l'homme. Elle se souvint brusquement qu'il lui avait dit de ne pas quitter le cercle, quoi qu'il arrive. Nara est donc retournée s'asseoir dans le cercle et a continué à envoyer des SMS à sa camarade de classe. Soudain, le bruit de roues de bicyclette qui freinent se fait entendre de l'extérieur. Un gars n'a pas remarqué la fille et l'a percutée de plein fouet, si bien qu'elle s'est envolée hors du cercle. Nara s'est mise à genoux, expliquant à quel point elle était blessée. Elle tourna la tête pour voir qui était ce type arrogant. Il s'agit en fait de Han-do, l'un des frères aînés de Kyung-woo. Lorsqu'il freine son vélo, la ligne du cercle de protection s'efface. L'homme n'a pas pu s'empêcher de demander ce qu'était ce cercle et pourquoi elle y était assise. Nara, sans hésiter, le traite de porc. À ce moment-là, la marque sur le cou de la jeune fille s'illumine soudain. Il s'agit d'un signal clair pour le renard. Le combat entre Kyung-woo et le renard s'arrête brusquement, l'animal n'en voyant plus l'intérêt. Il a formé une nouvelle cible. Sans dire un mot, l'animal s'est simplement enfui à travers les murs. Kyung-woo a immédiatement compris qu'il s'agissait de sa camarade de classe Nara. L'animal se transforma à nouveau en une masse noire et, grâce à sa capacité à s'infiltrer à travers les murs, il chercha rapidement la jeune fille à l'extérieur. Nara et Han-do ne se sont pas rendus compte de ce qui n'allait pas, ni de qui il pouvait s'agir. Mais une seconde plus tard, la masse noire s'est transformée en renard et s'est posée sur le sol. La vue du renard fit sombrer le cœur de la jeune fille. Le renard était très heureux de pouvoir enfin retrouver l'Inara. Nara n'arrivait pas à croire que c'était la même forêt qui voulait la tuer. Son corps est engourdi et elle ne peut plus bouger. Le renard ne perdit pas de temps et ouvrit immédiatement la bouche pour en finir avec cette fille. Nara, très effrayée, s'est mise à crier de peur et à se couvrir les mains. En un instant, quelque chose empêcha le renard de claquer sa gueule avec des dents acérées. Ce n'était pas la première fois que Nara était comme prête à mourir. Mais là, quelque chose s'est interposé. Han-do ne pouvait pas rester sans rien faire et ne pas aider la jeune fille. Il réussit à se placer devant la jeune fille et à faire barrière. L'animal était très mécontent d'être à nouveau interrompu. Le type était extrêmement mécontent des manières de ce vil animal. Il tendit donc la paume de sa main, d'où émana une lueur. Grâce à cette force, l'animal a rebondi sur une certaine distance. Le renard, pour préserver sa vie, recula de quelques mètres. Une telle laideur ne devrait pas approcher la beauté de Han-do, se dit-il. Nara avait déjà pensé à la noblesse avec laquelle son frère aîné défendait son camarade de classe, mais il s'est avéré qu'il ne pensait qu'à lui-même. Han-do est certainement beau, mais je ne pense pas que ce soit le moment de penser à sa beauté. Le renard vit cet homme pour la première fois et fut légèrement surpris. Une petite goutte de masse noire est tombée sur la main de l'homme, le rendant hystérique. Il sort rapidement un mouchoir de sa poche et commence à essuyer sa main,
sur laquelle la saleté a coulé. Soudain, la main de l'homme s'est transformée en sabot de porc. Le renard ne s'attendait pas à voir un pied de porc. Soudain, Kyung-woo sort en courant du bâtiment de l'école, tout essoufflé. Il ne s'arrête pas et continue de courir vers l'animal en criant à son frère qu'il faut protéger la jeune fille. En regardant la situation, il est amusant de constater qu'ils essaient tant bien que mal de protéger la vie de cette fille. Mais à ce moment-là, Nara a réussi à monter sur le vélo de Han-do et l'accompagne. Le gars s'est mis à pédaler de toutes ses forces et la poussière s'est soulevée derrière eux. Nara ne pense qu'à présent au fait que Kyung-woo est resté tout seul. Le type fut surpris car il n'avait même pas prévu d'emmener Nara avec lui et fut étonné qu'elle réussisse à s'asseoir. Han-do a renoncé à combattre Fox pour éviter qu'il ne se transforme à nouveau en cochon, puisqu'il a une peur panique de sa vraie nature, contrairement à sa forme humaine. Fox est furieux de cette farce. Le gars, qui ne s'arrête toujours pas, continue de pédaler pour disparaître de cet endroit le plus vite possible. Il accuse la jeune fille de rouler moins vite à cause d'elle. Après avoir fait demi-tour, elle a perdu l'équilibre et a commencé à tomber du vélo. Elle ne s'en est rendue compte que lorsqu'elle a atterri sur le trottoir. Soudain, Han-do saisit Na par sa cravate et la tire en arrière. Sa poigne est si forte que Nara s'accroche à son dos. Soudain, une tête de renard est apparue devant eux. Le gars et la fille ne s'attendaient pas à le voir devant eux comme ils espéraient l'avoir déjà échappé. Malheureusement, Han-do n'a pas réagi à temps et a interrompu leur course. C'est ainsi que les écoliers se sont retrouvés à l'intérieur de l'animal. Mais Kyung-woo n'est pas de cet avis et donne au renard un bon coup de pied en plein dans l'estomac. Nara et Han-do sont à nouveau libres. Mais ils étaient tous couverts de bave noire. Et lorsque la moindre trace de bave entre en contact avec le corps de Han-do, il se transforme en cochon. Sa transformation avait déjà commencé et il commençait à grossir. L'homme était déjà en mode panique et réfléchissait à l'endroit où se cacher le plus vite possible. À ce moment-là, le renard se rend compte que Han-do n'est pas humain non plus. Kyung-woo, qui se précipitait à leur suite, ne pouvait s'empêcher de penser à l'idiot qu'était son frère. Le renard s'est à nouveau approché des coureurs et a ouvert la bouche pour dévorer sa proie. Mais soudain, le talon de l'homme a commencé à s'écarter et une queue de cochon en est sortie. Il s'engage sur la chaussée et fonce à toute allure. Les passants dans la rue ne s'attendaient pas à être renversés. Soudain, une maman avec une poussette est apparue sur leur chemin. Lorsque la femme a remarqué les écoliers sur le vélo, elle n'a pas su où se mettre. Surtout le bébé endormi dans la poussette. Han-do n'avait rien d'autre à faire que de faire un brusque écart devant eux. Et pour son plus grand bonheur, il était très doué dans ce domaine. Mais d'un seul coup, il y a eu un trottoir sur lequel ils se sont accrochés et le vélo s'est envolé dans les airs. Nara et Han-do étaient toujours poursuivis par le renard et essayaient de manger la fille. Il s'est avéré que c'était le trottoir qui constituait l'obstacle devant le ravin dans lequel le gars et la fille se sont engouffrés. En un instant, ils sont restés suspendus dans les airs et n'ont pas encore eu le temps de réaliser qu'ils s'étaient envolés dans le ravin et suffisamment loin de la terre. Mais lorsque la gravité est apparue, Nara a eu très peur et s'est mise à crier. La roue arrière heurte le ravin. Nara s'envole à nouveau mais continue de s'accrocher à Han-do. L'animal est resté en haut du ravin pour les voir débarquer. Les écoliers ont continué à voler le long de la pente du ravin et devant eux se trouvaient les poubelles. Le garçon ne voulait surtout pas finir à la poubelle, car il se transformerait alors en cochon à cause de la quantité de saleté. Mais il n'y avait pas d'autre issue, et pour ralentir, le vélo a percuté une boîte contenant des déchets qui s'est brisée. À la suite de cet impact, Nara est à nouveau dans les airs, et Han-do parvient à s'accrocher à la moto. Comme il n'a pas réfléchi, la quantité de saleté a commencé à le faire se sentir gonflé et les coutures de ses vêtements ont commencé à craquer. Les ordures de cette décharge n'étaient manifestement pas du premier jour, et l'odeur n'était pas des plus agréables, à tel point que Nara dut se boucher le nez. Après cela, il ne restait plus rien du beau Han-do, et il s'est transformé en un gros cochon rose. Cependant, rien ne pouvait les arrêter car le renard les poursuivait toujours. Kyung-woo est apparu de nulle part sur la pente. Il a sauté le long de la pente pour distraire le renard, pendant que son frère et sa petite amie essayaient de s'éloigner. D'après l'expression du visage des cyclistes, il est évident qu'ils ne s'attendaient pas à le voir. Kyung-woo se plaça au milieu de la route et attendit que le renard s'approche de lui. Le cochon freina alors brusquement. Une aura inquiétante et intimidante commença à émaner de lui. Nara ne l'avait jamais vu dans un tel état. Elle essaya de calmer son frère, car cet état ne lui avait jamais fait de bien auparavant. Mais il était déjà déterminé à en finir avec le renard, car s'il ne le faisait pas maintenant, il continuerait à les poursuivre de la sorte. Finalement, le renard les rattrape et commence à prendre de la vitesse. Il sauta en l'air depuis la pente et ouvrit sa gueule dentée pour les achever. Il continua à rester debout tandis que le cochon se levait brusquement de son siège et commençait à les charger. Il gravit rapidement la pente, saute et balance sa jambe. Donnez un bon coup de sabot au visage de l'animal. Le renard monstrueux ne s'attendait pas à ce que le cochon ait une telle force et après le coup, il a volé vers le bas. Au fond, Kyung-woo l'attendait déjà avec son poing magique. Parce que le gars était très en colère, sa magie est devenue 3 fois plus forte. Lorsque l'animal s'est approché de lui,
il l'a frappé si fort que sa main a été à moitié immergée dans l'animal. Sous l'effet d'un tel coup, l'animal a commencé à se déchirer en petits morceaux. Le renard se mit à hurler de douleur, sa tête et son corps n'étant plus que deux parties distinctes. Nara est restée en retrait et a regardé les gars exterminer le fantôme monstrueux. Mais lorsque la tête de l'animal a volé pendant des jours, elle a été très surprise. À ce moment, Fox réalisa que l'Inara était sans protection et que c'était sa dernière chance de se venger. Il se regroupe rapidement en boule. Et avec l'un de ses bouts, il a saisi l'Inara si fort qu'elle n'a pas pu s'échapper. Kyung-woo a peur pour son camarade de classe et commence à réfléchir à ce qu'il faut faire. Pig ne s'attendait pas non plus à cette tournure des événements et pensait que tout était fini. Le renard commença habilement à extraire l'âme du corps de la jeune fille et le consommer avec plaisir. Lorsque la moitié de son corps a disparu, ses yeux ont perdu leur éclat et le sens de la vie. La jeune femme, qui ne pouvait assister tranquillement à l'assassinat de sa camarade de classe, s'est précipitée pour lui venir en aide. Mais il était trop tard. L'âme disparaissait en même temps que le renard, et le corps essoufflé commença à tomber sur le sol. Avec le cochon, il s'est précipité sur le corps de la jeune fille et a tenté de la ramener à la raison. Le cochon était sûr que la fille était morte, mais Kyung-woo s'est empressé de changer d'avis et a dit que son frère racontait n'importe quoi. Parce que la fille respirait encore, mais son âme a quitté son corps et il faut faire quelque chose. La question est maintenant de savoir où chercher son âme. Kyung-woo s'est approché de l'un des arbres et l'a examiné de près. Soudain, il frappe le tronc de l'arbre de toutes ses forces. Le cochon ne s'est pas rendu compte de ce que son frère avait commencé à faire et s'est contenté de regarder. Kyung-woo s'est alors dirigé vers le panneau de signalisation et a frappé le poteau avec son coude, si fort que le poteau s'est plié. Han-do se tenait près du corps de la jeune fille, observant tout cela et ne comprenant toujours pas ce que faisait son Kyung-woo. Mais il a tout de suite compris que Fox utilisait son pouvoir d'occultation pour cacher l'âme de la jeune fille. C'est pourquoi il a commencé à frapper tout ce qu'il voyait si fort que son poing a commencé à saigner. Han-do était toujours en retrait et ne comprenait pas pourquoi son frère cassait tout. Mais Kyung-woo n'a rien dit à cela et a continué à écraser tout ce qui l'entourait. Sa main était déjà enflée et des gouttes de sang commençaient à en couler. Malgré cela, il a continué à chercher son camarade de classe. Et lorsque le sang a commencé à gicler dans toutes les directions et a même atteint le visage du gars, il s'est arrêté, laissant un poing ensanglanté appuyé contre le mur. Le mur qu'il venait de frapper portait des traces de son sang. Et le gars a commencé à paniquer, se demandant où Lys avait pu cacher l'Inaru. À ce moment-là, la jeune fille volait dans l'espace. Lorsqu'elle a ouvert les yeux, elle n'a pas réalisé où elle était, qui elle était et si elle était vraiment morte. Elle tombe rapidement quand soudain, une tête intimidante aux cheveux noirs apparaît dans les airs. Soudain, une autre tête apparaît à côté d'elle, le fantôme d'un homme à la casquette, celui qui l'avait le moins dérangé à l'école. Nara fut surprise par une telle compagnie et ne réalisa pas à quel point ils étaient proches d'elle. Soudain, un autre fantôme, celui d'un garçon toujours affamé, apparaît et commence à avertir la jeune fille du danger qu'elle court et qu'elle devrait plutôt s'enfuir d'ici. De nulle part, d'autres fantômes sont apparus, lui disant de s'enfuir de cet endroit. Nara était sur le point de se mettre à courir, mais quelque chose l'a attrapée par la jambe. Elle se retourna pour voir ceux qui se trouvaient sur son chemin. Tout aussi soudainement, une chose inconnue la projeta sur le côté et Nara commença à tomber. Elle s'est enfoncée plus loin, comme si elle volait dans un trou noir. Dans ce trou noir, elle a commencé à voir ce qui ressemblait à des étoiles. L'un d'entre eux a commencé à se dilater et une lumière blanche y a été aperçue. Malheureusement, ce n'est pas le monde dans lequel elle a l'habitude de vivre, mais quelque chose d'autre. Nara commença à regarder autour d'elle et à voir ceux qui l'entouraient. Soudain, elle aperçoit une jeune fille allongée avec des flèches dans le corps et un homme à côté d'elle qui la serre dans ses bras. Les larmes coulent des yeux de l'homme et il s'excuse auprès de la femme de ne pas avoir pu tenir sa promesse. Mais il a fait une nouvelle promesse. Il déchirerait les hommes qui l'avaient tué, elle et leur enfant. Soudain, Nara réalisa qu'il s'agissait des souvenirs du renard. Un souvenir s'ouvrit devant elle, où le renard était sous l'apparence d'un humain, mais avec ses 9 queues, et était assis à genoux devant sa grand-mère. Nara regarda attentivement et réalisa qu'il s'agissait de sa grand-mère. Elle tenait un bébé dans ses bras et disait qu'il était temps de payer pour tous ses péchés, à savoir tout le foie que les gens avaient mangé. L'âme noire, le renard, qui se trouvait dans l'homme, commença à sortir progressivement de lui. Et lorsque l'âme de l'animal fut libérée, il maudit toute la famille de la grand-mère chasseuse. Et pour que la malédiction fonctionne, l'âme de l'animal s'est retournée contre la grand-mère qui tenait un enfant dans ses mains. Une lumière éclatante apparaît alors à leur place, et Nara commence à se couvrir le visage de ses mains. Puis une force inconnue l'a poussée, et elle a commencé à tourner dans la direction opposée. Et il s'est dirigé vers l'endroit où il avait frappé à l'origine. Maintenant, Nara a compris la véritable raison de la vengeance du renard. Soudain, il y a eu un autre souvenir où la tante emmenait Nara loin de sa grand-mère et où elle quittait la maison. Mais la grand-mère la supplie de lui laisser la fille pour briser la malédiction, sinon elle mourra. La tante couvre les oreilles de la fillette pour qu'elle n'entende pas parler de malédiction
et demande à la grand-mère d'arrêter de dire des bêtises. Nara se souvenait parfaitement du jour où sa grand-mère et sa tante s'étaient disputées. Seulement, la jeune fille ne comprenait pas pourquoi elle voyait ses souvenirs dans l'esprit du renard. Soudain, elle est à nouveau saisie et des tentacules noirs commencent à s'enrouler autour de son corps. C'est le renard qui est apparu dans le dos de Nora. Il s'avère que le renard a dormi dans le corps de la jeune fille pendant 17 ans et qu'il sait tout ce qui lui est arrivé. Il a vu la jeune fille grandir heureuse et aimée de tous. Et si son enfant avait été vivant, il aurait grandi comme elle. Soudain, le chien qui vivait avec la grand-mère s'est mis à aboyer. La vieille femme commence à regarder autour d'elle pour trouver la source de l'irritation. Elle ne peut s'empêcher de se demander qui est à côté d'elle. Le renard fut très surpris par les capacités de la vieille femme, qui n'existaient que dans ses souvenirs. Nara ne savait pas si cela fonctionnerait, mais elle décida d'appeler sa grand-mère à l'aide. Lorsque la grand-mère a entendu la voix de sa petite fille, elle a été très surprise et a regardé encore plus autour d'elle. Nara se met à pleurer de peur de mourir et explique à sa grand-mère qu'elle a été dévorée par un renard. La vieille femme ne comprend pas très bien où se trouve sa petite fille et tente de toutes ses forces de la voir. Le fantôme monstrueux du renard était perplexe, car il s'agissait de son subconscient et une telle chose était impossible. Tata regarda la vieille femme avec étonnement, car elle ne comprenait pas ce que Nara cherchait, puisque la fille était dans ses bras. Bien que la grand-mère ne voie pas sa petite fille, elle tend la main vers sa voix. Sur son pouce se trouve un anneau magique de forme intéressante. Et grâce à elle, les mains de la grand-mère et de la petite fille ont pu se toucher. Grand-mère dit à Nara de se battre et de ne pas laisser les ténèbres la consumer. Soudain, l'anneau se met à briller d'une lueur étincelante. L'anneau se mit à briller encore plus fort, ce qui permit à Nana de s'élever dans les airs et de voir enfin sa petite fille qui avait grandi. Il faisait déjà nuit dehors et Kyung-woo et Han-do se tenaient toujours à côté du corps de la jeune fille. Soudain, un portail s'ouvrit derrière eux et une colonne de lumière blanche en sortit. Kyung-woo s'est retourné. Grâce à cette lumière blanche, le renard monstrueux commença à disparaître progressivement. À la fin, Nara décide de sympathiser avec le renard parce qu'elle a appris la véritable raison de sa vengeance. Mais elle avait encore de la colère accumulée en elle à cause des ennuis qu'elle avait causés, alors elle balança sa main et serra le poing. Puis elle frappe le museau de l'animal pour la première et dernière fois. Après quoi, les restes de la tête de l'infâme renard se divisèrent en petits morceaux. Kyung-woo ne perdit pas un instant et plongea sa main dans le même portail de lumière blanche. Là, il a cherché à tâtons la main de sa camarade, l'a saisie et a commencé à la tirer vers l'extérieur. Elle était couverte de bave noire, mais il s'en moque éperdument. Il était incroyablement heureux d'avoir pu retrouver l'Inaru.